le 16-30, le rendez-vous des moins de 30 ans en Auvergne. Merci d'être avec nous ce soir encore. Nous sommes à Cournon, nous sommes au bar des Rives. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous qui nous regardez sur internet sur le www.16-30.fr, n'hésitez pas. On est en direct à Cournon, ville de un petit peu moins de 20 000 habitants. Cournon, capitale du sport presque, Cournon on peut dire. En 2008, Cournon a été élue ville la plus sportive de sa catégorie en Massif central. Waouh! On va parler de sport justement ce soir avec nos invités. L'Auvergne est-elle un terrain de jeu pour les jeunes sportifs? Avec moi autour du plateau, Édouard Roussel, Jacques Flores, je vous présenterai dans un instant, Amélie et Barbara, que des sportifs ou en tout cas des jeunes qui aiment le sport. On en parlera dans un petit instant. Le deuxième thème de cette soirée, de cette émission, ce sera les questions d'identité, la sexualité. Qui suis-je? Où vais-je? Avec qui vais-je d'ailleurs? On en parlera en deuxième partie donc d'émission. Le 16-30, qu'est-ce que c'est? C'est le rendez-vous de la jeunesse en Auvergne. Chaque soir, on se balade dans les 4 départements d'Auvergne et on vous propose, à vous, les moins de 30 ans, de prendre la parole, de vous exprimer sur les thèmes qui vous concernent et qui concernent notamment l'accès à l'autonomie des jeunes aujourd'hui. C'est le logement, c'est l'emploi, c'est l'insertion, c'est l'orientation professionnelle aussi. Et ce soir, notamment, c'est le sport et la question d'identité. Cette émission est diffusée sur www.16-30.fr. J'en profite, je le dis à tous ceux qui sont présents ici au bar des Rives. Vous pouvez aller faire un petit tour sur le site internet ce soir ou demain et vérifier, regarder toutes les émissions, les précédentes émissions. Le 16-30, c'est donc une grande tournée. Je vous propose d'écouter tout de suite les dates de la tournée, de prendre connaissance des différentes dates de cette tournée pour nous donner rendez-vous prochainement. Je vous souhaite déjà un bon week-end à venir. La semaine prochaine, on se retrouve mercredi 24 à Clermont-Ferrand. On sera à la maison de quartier Saint-Jacques. Et mercredi, nous allons donner la parole aux jeunes marginalisés, voir un petit peu quel est leur quotidien, qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut essayer d'améliorer tout ça. Vous savez que ce qui va ressortir de ces émissions du 16-30, c'est un livre blanc qui va être proposé dès le printemps 2011 par le Conseil régional d'Auvergne. Un livre blanc pour la jeunesse qui va essayer de trouver des idées, des trucs qui vont permettre à chacun de nous d'améliorer notre quotidien. On parlera également mercredi de l'insertion professionnelle pour les jeunes salariés, pour les intérimaires aussi. Ça sera la thématique de mercredi à Clermont, à la maison de quartier Saint-Jacques. Donc je vous donne rendez-vous. Jeudi prochain, nous serons au lycée de Mauriac dans le Cantal. Nous parlerons d'agriculture. Est-ce que les jeunes sont l'avenir de l'agriculture en Auvergne? Comment on fait d'ailleurs pour attirer les jeunes dans le milieu de l'agriculture, dans le monde de l'agriculture? Nous parlerons également d'un thème très très important pour la jeunesse, c'est la mobilité. Les transports, c'est souvent, parfois, très galère. Je suis bien placée pour le dire puisqu'on est en pleine tournée depuis le 3 novembre. Parfois, c'est pas facile de se déplacer en Auvergne quand on n'a pas de voiture. On en parlera donc jeudi prochain à Mauriac. Samedi 27, direction Saint-Flour. On vous donne rendez-vous pour évoquer la création d'entreprises par les jeunes. Et nous parlerons également de santé à Saint-Flour. Puis il y a plein d'autres dates jusqu'au 4 décembre. Nous vous donnons rendez-vous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site internet www.16-30.fr. Toutes les dates de la tournée y sont bien sûr inscrites. Il y a également des questionnaires sur le site internet, des questionnaires que l'on vous propose de remplir vous, qui concernent tout ce qui vous touche. C'est le logement, c'est l'emploi, voir un petit peu vous dans votre quotidien, comment vous le vivez. N'hésitez pas à aller remplir ce questionnaire, c'est important. Ça va servir aussi pour le livre blanc du Conseil régional d'Auvergne au printemps prochain. On commence cette émission avec une petite actu comme ça, juste pour se faire plaisir. Une vente exceptionnelle de chevaux dimanche à Yssingeaux. Ça n'a rien à voir, mais en tout cas j'avais envie de vous le dire. Si vous êtes amateur de chevaux, filez à Yssingeaux dimanche, direction le centre équestre de la plaine de Choumourou. Il y aura du spectacle et l'entrée est gratuite à partir de 10h du matin. 33 chevaux seront à la vente. Les acheteurs, les cavaliers devraient affluer de toute la France, nous dit-on, avec même vraisemblablement des clients qui viennent d'Italie. Si c'est pas Choumourou, ça franchement. Voilà, c'était l'actu de la soirée. Ça fait plaisir, si vous aimez les chevaux, c'est pour vous. On commence tout de suite cette émission avec le premier thème. L'Auvergne est-elle un terrain de jeu pour les jeunes sportifs?
que ce soit du sport en plein air ou en salle. On va parler de tout ce soir avec Édouard Roussel. Bonjour Édouard. Bonjour. Édouard, 25 ans 27. 20. Pauline, c'est que vous avez tous eu au téléphone probablement, qui prépare cette émission. Donc Édouard a 27 ans, Pauline. Airstar Concept. Tout à fait. C'est quoi, c'est une entreprise que tu as créée? Oui, il y a 1 an et demi maintenant. Et qui vise à quoi? Donc SARL, c'est Airstar Concept, c'est la découverte et la pratique du freestyle en toute sécurité. En toute sécurité et en Auvergne. Et en Auvergne, bien entendu. Jacques Flores, bonjour Jacques. Bonjour. Jacques, vice-président de l'association. Président. J'y tiens. Pauline, j'ai engueulé Pauline toute la soirée, je crois. Président de l'association Free Sensi Style, on a même des autocollants là sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir apporté tout ça, ça va me faciliter ma petite intro. C'est toi qui as créé l'asso? Alors non, moi je l'ai rejoint il y a maintenant 2 ans. Ouais. C'est une asso qui existe depuis maintenant 4 ans. Et donc nous, l'objectif de l'association, c'est de développer la pratique freestyle, donc en ski et en snowboard, sur toutes les pentes d'Auvergne en gros. Très bien, on va voir un petit peu si c'est facile, comment est-ce que les infrastructures sont là, comment on peut essayer d'attirer les jeunes dans la nature auvergnate. On en parlera dans un instant. Amélie, bonjour Amélie. Bonjour. Alors Amélie, que je retrouve, voilà, salariée de l'office de tourisme. Oui, c'est ça, dans le massif du Sancy. Tu as fait une maîtrise sur les sports de nature comme enjeu de développement finalement. Oui, j'ai fait un stage lors de mon master pro dans l'association Topo 2, qui n'existe plus, mais qui était créée à l'initiative du conseil régional et qui avait pour but de promouvoir toutes les activités de nature en Auvergne et même plus largement dans le Massif central. Du coup, tu as eu à réfléchir, j'imagine, sur les enjeux du sport en pleine nature pour le développement des campagnes aussi, probablement, ou du milieu naturel. Exactement, c'est ça. Le sujet de mon mémoire, c'était de réfléchir aux quels enjeux apportent les sports de nature pour développer les territoires ruraux en Auvergne. Tu vas tout nous dire dans un instant de tout ce que tu as pu apprendre. Barbara Hénard. Bonjour Barbara. Bonjour. 16 ans? Je me trompe pas? 15. Hein, 15, voilà. Ouais. Bon, à peu près, 15-16, maintenant on n'est plus à ça près. Bonjour Barbara, toi tu fais du karaté. Oui. Et tu es même très bien placée en karaté, bravo. 3e place au championnat de France, m'a-t-on dit? Oui, c'est ça. Ouais. Tu vas nous parler un petit peu de ta pratique sportive aussi. Comment tu t'es lancée là-dedans? Est-ce que c'est facile dans ton quotidien de pouvoir s'entraîner régulièrement et puis assurer les cours à côté? On va voir tout ça ensemble dans cette émission. Je vais donner la parole pour commencer à Jacques. On va parler de l'asso déjà, Free Sensi Style, donc créé il y a 4 ans. Voilà, il y a 4 ans. Toi, tu l'as rejoint un peu après coup. Voilà, moi je l'ai rejoint après. En fait, il y a 4 ans, je faisais pas partie du groupe parce qu'à la base, en fait, c'est tout simplement un délire de potes. C'est des potes qui étaient du Mont d'Or essentiellement, et puis qui voulaient sauter tout simplement sur la neige. Mais les structures n'existaient pas en Auvergne, donc ils ont commencé à faire ça à la main. Alors pourquoi les structures n'existaient pas? Il y a quand même des endroits où on peut skier, où on peut glisser. Alors skier, oui. Après, c'est la pratique du freestyle demande une infrastructure assez particulière, donc les snowparks, c'est le terrain de jeu pour le freestyle. Et c'est vrai que le snowpark, c'était pas une priorité pour les stations il y a quelques années. C'est une discipline qui est aussi assez récente. Et c'est vrai que c'est beaucoup développé dans les Alpes, les Pyrénées, aux États-Unis, enfin partout dans le monde. Nous, on est un petit peu à la traîne parce que il faut le temps que ça arrive. Et petit à petit, ça fait son bout de chemin. Et les stations commencent à nous faire confiance. On a les structures qui sont là. On organise des événements. On essaye de. Alors, vous avez les structures, c'est-à-dire quel type de structure vous avez aujourd'hui? Alors, en structure, en fait, on a donc les snowparks. C'est vraiment l'essentiel. Il y en a combien? Vous avez réussi à en implanter plusieurs? Alors nous, en fait, on s'est surtout concentré sur celui du Mont d'Or, puisque vu que l'association était originaire du Mont d'Or, c'est là qu'on a commencé. Cette année, on va être présent maintenant au Lioran aussi. Donc il y a déjà un snowpark, mais on va venir nous en soutien en fait à la personne qui s'occupe du snowpark. On va organiser des événements avec lui parce qu'il avait besoin, en fait, lui, il nous expliquait d'une structure associative qu'il n'y avait pas. Lui était employé par la station, mais il pouvait pas tout faire tout seul non plus. Et rassembler aussi les jeunes qui étaient là-bas motivés, qui n'avaient pas de structure aussi pour pratiquer et créer des événements. Ouais. Voilà. C'est parce qu'il y avait un groupe de jeunes là-bas particulièrement que ça a pu se faire? Ouais, il y avait une demande de leur part aussi.
qu'on vienne les aider à créer des événements et à se motiver. Et complètement. C'est vrai que la demande est là de plus en plus. La discipline est en train de vraiment d'exploser. Je vois, il y a quelque chose de tout simple. À partir de l'an prochain, le ski et snowboard freestyle feront partie de la FIS, donc Fédération internationale de ski. Donc voilà, c'est un signe que à l'échelle internationale ça pousse. Donc derrière nous, il faut qu'on suive aussi parce que les jeunes ils sont là, ils ont envie de pratiquer. Et, il faut que ça se fasse de façon correcte, sécurisée aussi. Et nous voilà, depuis le temps qu'on baigne un peu dans ce milieu, on a une petite expérience qui fait qu'on peut encadrer un minimum et puis surtout construire les snowparks de manière sécurisée. Ça c'est toi Jacques, tu voulais intervenir? Oui, non, juste rajouter aussi au niveau développement, on voit aussi cette année dans des coins un peu reculés de l'Auvergne comme au Mont-Lozère, enfin les Estables, il y a aussi des jeunes qui se bougent et qui créent aussi des choses. Enfin pareil, il y a des choses qui sont pour en train d'émerger. Développer le freestyle, la glisse. Créer des snowparks aussi et avec lesquels on est en contact en fait. Toi Jacques, quel est ton parcours avant de rentrer dans l'association? Tu faisais quoi? Tu as commencé à glisser où? Moi j'ai commencé à glisser en Auvergne, parce que je suis un Auvergnat pure souche, un vrai de vrai. J'ai commencé à Superbès, au Mont-d'Or, un peu au Lioran avec mes parents, tout gamin. Et puis petit à petit j'ai eu envie un peu de sortir un peu, on va dire, des sentiers battus. Et ça a commencé par sortir avec les copains, partir sur les pistes, essayer de faire une petite bosse dans un coin. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait cette association qui existait, je me suis vraiment impliqué dedans. Et puis voilà, aujourd'hui, on continue et on grandit. À partir de quel moment tu t'es dit que c'était vraiment le truc que tu aimais faire, que tu voulais en faire ton passe-temps, ton loisir, que t'allais pas jouer aux échecs quoi? Disons que... Peut-être que tu joues aux échecs d'ailleurs, j'en sais rien. Mais... J'ai essayé, j'y arrive pas, donc non. Non, vraiment, non. Le ski, c'est parce que il y a une ambiance particulière et quelque chose dans lequel je m'identifiais. Il n'y a pas vraiment l'esprit de compétition comme on peut avoir dans le slalom. Je crache pas dessus, mais c'est une ambiance différente, où il y a un esprit, même s'il y a des compétitions, mais c'est une bonne ambiance. Chacun est là pour se soutenir, pour se pousser justement à faire plus et c'était surtout l'ambiance qui me plaisait et puis le plaisir d'être dans la montagne aussi, ça c'est les paysages, la neige, c'est quelque chose de fantastique. Comment tu te démerdais jusque-là pour aller skier justement? Le matériel, tu l'avais, c'est tes parents qui te l'ont acheté Alors oui, effectivement, c'est vrai que le ski c'est quand même un sport, faut le dire, qui est quand même très, très cher, que ce soit le prix des forfaits, le matériel. Donc au début c'était de la location, mes parents m'ont toujours aidé là-dedans. Et puis après c'est des sacrifices, quand j'ai été indépendant, on mange un peu moins peut-être de produits un peu classe et puis on met des sous pour économiser pour le forfait, pour les paires de ski. C'est vrai ? Ah oui, il faut, c'est quand il y a une passion qui est là après. C'est quoi le budget que tu mets dans ta passion ? Alors là, le budget, il dépend des personnes, mais disons que ça peut aller très vite parce qu'une paire de skis, on peut compter. Il y en a qui les changent tous les ans. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire. La paire que j'ai actuellement, ça fait 3 ans que je l'ai, mais il faut compter minimum 400 € pour une paire de skis correcte. Après, idéalement, il faut être équipé en tenue pour résister contre le froid, la neige, le vent. Donc c'est pareil, c'est des vêtements qui coûtent relativement cher. Donc c'est vrai que ça peut vite chiffrer quoi. Donc, Est-ce que c'est un petit milieu qui est assez fermé, le milieu de la glisse, ou pour les jeunes qui aiment ça, peut-être qui en font aussi dans leur coin, de réussir à intégrer un groupe ou un lieu de glisse, c'est facile? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a moyen d'aider aussi ceux qui nous regardent peut-être et qui auront envie de... Venez. J'aimerais bien. Venez. C'est le but de l'association aussi, d'initier des gens et de promouvoir la pratique et de gagner un nouveau public quoi. Et de se fédérer justement tous les gens qui sont motivés. Mais c'est vrai que de par la discipline en elle-même, c'est compliqué en fait d'aller au contact des gens, de rencontrer les personnes, parce que sur une piste de ski, les gens descendent. Alors on est à l'arrêt des fois sur les remontées, on peut discuter à ce moment-là, mais il y a la barrière de la tenue, le masque, le casque, le blouson, etc. Ça avait une certaine barrière, donc c'est vrai que nous on essaye d'aller vers les gens quand on est sur les pistes, sur le parc, on essaie d'aborder les personnes qui semblent intéressées. Après c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas qui va être intéressé et qui ne le sera pas. Donc pour ça, on essaie d'organiser des événements, des démonstrations surtout, où à chaque fois on communique. On a un site internet qui marche pas mal, sur lequel justement on essaye de faire vivre un peu un côté communautaire où n'importe qui peut venir s'inscrire gratuitement. Free106style.com, autant passer l'info si ça vous intéresse. Free106style.com, notez bien. Et donc ça, c'est vrai que on fait l'effort nous d'aller vers les gens parce que c'est compliqué sinon
de laisser les gens venir vers nous. Il y a cette barrière un peu. Oui, puis c'est quand même une discipline aussi super impressionnante. Enfin, les gens qui viennent pour la première fois, ils sont. Oui, c'est un peu. Et puis il y a le fait du niveau aussi. Voilà, faut maîtriser. J'essaierai pas personnellement de. Il faut. De vous suivre, mais non, on peut essayer pour rigoler. Bah, c'est sûr, on adore se foutre de ma gueule. Il y a tous les niveaux. Non, mais il y a tous les niveaux. On a des modules débutants. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. N'importe quel niveau, n'importe quel âge. Ouais. Il y a de plus en plus. C'est là où je peux intervenir, pardon. Ouais. Edouard. Avec mon big airbag justement, donc un gros coussin gonflable de 15 mètres de long sur 9 mètres de large, qui permet justement à tous de découvrir cette sensation et en toute sécurité, donc de ne pas appréhender justement cette chute. Voilà, donc les débutants sont les bienvenus justement pour pouvoir apprendre le saut et après les pros plus se perfectionner. Alors toi Edouard, justement parlons-en, tu as donc créé Airstar Concept, tu crées des objets pour la glisse ? Non, en fait je travaille avec un produit qui s'appelle un big airbag, comme je l'ai dit, c'est un énorme coussin gonflable et donc on a juste installé un kicker, donc un tremplin en neige, en l'occurrence l'hiver, et des tremplins l'été. Et donc tout le monde peut s'essayer justement à cette sensation, au saut, quoi. Ouais. Vraiment sauter, avoir la sensation du saut, pouvoir travailler. On peut monter à plusieurs sur le coussin. Non, c'est non. C'est dommage. C'est pas un château gonflable. C'est une discipline qui intéresse beaucoup les jeunes, j'imagine. Les jeunes et les moins jeunes. Ouais. Ouais. En hiver, j'ai fait quand même sauter un père de famille de 60 ans. Voilà. Ah oui. Oui. Et en été, 57 ans. Vous êtes content de sauter le père de famille. Mais c'est la sensation. On s'enfonce. On a c'est vraiment de la sécurité. D'accord. À partir de quand tu as voulu t'installer, toi, dans ce milieu du sport, malgré tout ? Donc, ça proposer fait un moment un petit peu des activités, notamment en Auvergne. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai créé, ça fait 2 ans et demi que l'idée me trotte dans la tête. Donc après des formations CCI, la fin de ma licence, j'ai présenté le projet au ministère de la Jeunesse et des Sports également, donc j'ai remporté un concours Défi Jeunes. Tu t'es senti vraiment aidé, accompagné pendant tout ce parcours où on s'est dit non mais le petit jeune là, je sais pas ce qu'il veut, mais c'est un peu fou son histoire. C'est des sports décalés, encore une fois, donc il faut prouver, même si c'est du freestyle, je veux que ce soit pro. Voilà, c'est carré, donc des dossiers ont été montés, tout a été présenté, les banques m'ont suivi, le ministère de la Jeunesse et des Sports également, donc tout est mis en place pour crédibiliser ces sports également. Alors c'est vrai Amélie, dans ces sports de nature, le problème c'est qu'il faut avoir des infrastructures qui soient béton parce qu'on se retrouve un petit peu lâché en pleine nature pour le coup. Oui. Est-ce que c'est pas le problème aujourd'hui, la difficulté pour développer des nouvelles pratiques, des nouveaux sports les infrastructures en Auvergne Bah non, parce que justement, je pense qu'en Auvergne, moi, quand j'avais bossé sur un diagnostic aussi, et, au niveau sport-nature, on a un potentiel énorme, quoi. Au niveau des sites de pratique, en kayak, en escalade, en sport de glisse, c'est vraiment énorme, et le problème il est plus au niveau, je pense, de la valorisation de ce potentiel. Ouais. Et au niveau de l'entretien des sites aussi, justement, peut-être leur accessibilité, les mettre en valeur, quoi. Donc accessibilité, c'est-à-dire orienter plus, c'est juste une question de panneaux sur la route ? Ouais, un balisage déjà, un entretien aussi des sites qui soit plus facile, parce que souvent c'est quand même les clubs aussi qui doivent, il y a un gros travail des bénévoles dans les clubs pour entretenir les sites. Justement, l'exemple du snowpark, il est assez parlant au Mont-d'Or, quoi. C'est quand même que des bénévoles qui l'entretiennent avec le support de la station, mais c'est quand même énormément de boulot, quoi. Ouais. Et derrière, effectivement, du balisage, et puis plus de com aussi, peut-être au niveau de la région, pour mettre en valeur ce patrimoine en fait et ce potentiel, quoi. C'est un véritable enjeu pour la région mais aussi pour chacun des départements concernés de développer ces pratiques de nature. Ouais, et puis en plus c'est demandé aussi par les touristes qui viennent chaque été. L'Auvergne est quand même clairement identifiée comme une terre de sport nature, mais pas encore assez, quoi. Ça reste cantonné à de la randonnée douce, des pratiques... randonnée pédestre ou alors à ski, c'est plutôt ça ? Ouais, c'est plutôt, essentiellement de la randonnée quand même. Après, toutes les autres pratiques sont un peu délaissées, moins connues, quoi. Ouais. Jacques, l'association, donc les snowparks, qu'est-ce qui vous empêche d'en développer là aujourd'hui plein partout en Auvergne ? Les moyens. C'est l'argent ? C'est en fait voilà, non, c'est vrai que pour construire un snowpark vite fait, c'est que il faut créer des tas de neige énormes. Et ça à la main c'est impossible, donc ça nécessite des dameuses.
Les dameuses, il n'y a que les stations aujourd'hui qui en ont. Ouais. Nous, on n'a pas les moyens d'investir dans une dameuse. Et vos contacts avec les stations, c'est comment ? Alors avec les stations, ça va de mieux en mieux. C'était compliqué au début parce que voilà, il fallait qu'on fasse nos preuves aussi auprès des stations, c'est ce qui est normal aussi. Et petit à petit, voilà, les stations nous donnent des heures de dameuse juste pour nous, pour qu'on fasse le snowpark comme il faut. Parce qu'en fait, la clé de la sécurité, ça va être la façon dont vont être, donc on appelle ça shapé, mais donc construites les bosses. Et c'est vrai que si la bosse est faite trop rapidement et un peu de travers, il y a beaucoup de risques d'accident. Alors que si la bosse est bien conçue avec une courbe calculée, enfin voilà, il y a une réflexion derrière, c'est pas juste mettre des coups de pelle dans un coin. Donc voilà, quand on nous donne les moyens avec les dameuses, logiquement on arrive à faire des choses propres, sécurisées et qui permettent à tout le monde de venir essayer. Parce que voilà, il y a différents niveaux aussi, c'est pas directement des bosses de 10-15 mètres. Voilà, il y a de tout. Donc il faut que vous alliez en gros négocier avec chacune des stations pour avoir une dameuse, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Là l'association existe, mais on aurait envie de dire créer plein d'autres associations, peut-être pas forcément pour de la création de snowpark, mais pour toute autre activité de nature. Alors justement, ce qu'on essaye de faire nous en ce moment avec plusieurs associations auvergnates larges même on va dire, c'est d'essayer de se rallier un petit peu tous ensemble, tous les sports de glisse. Donc notamment je pense à l'association Session Libre qui est à Aurillac, qui eux ça fait un moment déjà qu'ils sont implantés, ça fait 10 ans je crois que l'association a été créée. Et eux, ils développent toute la partie skatepark, BMX, VTT, toujours dans l'esprit freestyle, donc voilà, faire des figures. Et c'est vrai que voilà, ils ont une expérience que nous on n'a pas parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Ils ont créé un skatepark énorme à Aurillac qui s'appelle l'Épicentre. Et voilà, c'est un projet énorme. Et voilà, si nous on essaye de se rallier un petit peu à toutes les associations qui existent comme ça, c'est ensemble qu'on arrivera à faire des choses plus grandes et à être plus crédible aussi auprès des stations et tous les intervenants locaux du coup. Amélie disait il y a quelques instants, on valorise pas assez les stations, les lieux, la nature finalement de l'Auvergne et ses capacités, ses qualités pour le sport de glisse ou même le sport de nature, de plein air. Quel endroit par exemple aujourd'hui pour toi Jacques serait vraiment à travailler, à valoriser ? Quel endroit ? Dans notre discipline, nous, c'est vraiment les snowparks. Voilà, je reste un petit peu buté, mais voilà, il faudrait qu'on ait vraiment des snowparks propres toute la saison, parce que c'est bon. Alors il y a des problèmes de météo, des fois, ça on n'y peut rien. Mais on peut pas installer des snowparks partout. On va pas installer un snowpark au centre-ville de Clermont-Ferrand, par exemple. Non, c'est sûr. Par contre, ce qu'on peut faire au centre-ville de Clermont, c'est des démonstrations. Donc c'est des choses qui se font dans notre ville. Ça s'est fait à Paris, ça s'est fait à Lyon. Voilà, donc ça demande une installation, une infrastructure assez importante avec un échafaudage pour pouvoir faire la prise d'élan. Bon, ça demande des moyens, mais voilà, ça peut permettre de montrer un petit peu aux personnes qui restent un peu en ville qu'il y a d'autres choses dans la montagne. Et puis après, en médiatisant un petit peu, on peut arriver aussi à viser un peu plus large et attirer plus de monde et leur faire prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent dans les montagnes et qu'il faut y venir surtout. Quels sont les jeunes que vous intéressez aujourd'hui ? Ce sont des jeunes qui habitent déjà dans les stations, en montagne, qui habitent déjà dans les campagnes d'Auvergne, ou est-ce que ce sont déjà des urbains qui ont les moyens, le temps de faire le trajet, d'aller glisser ? Alors je dirais qu'il y a deux publics. Il y a le public effectivement de locaux, donc les montagnards qui habitent en station ou à côté, qui font du ski tout le temps, qui sont passés par l'école de ski pour démarrer et puis qui ont fait du slalom, etc. Et puis qui un jour ont vu le freestyle et puis ils se sont dit on va essayer. Et on a beaucoup de jeunes comme ça qui viennent, qui sont issus de la compétition slalom, enfin slalom ou descente, et qui viennent en nous disant tiens ça a l'air sympa, comment on peut essayer, etc. Et puis bon on essaye de les encadrer. Et puis le deuxième groupe, ça va être effectivement des citadins qui eux sont informés par tous les réseaux sociaux, par internet, et qui voient ce qui se passe ailleurs et qui eux ont effectivement plus de moyens parce que du coup ils montent régulièrement que ce soit au Mont d'Or, à Superbès ou au Lioran, ou même des fois ils partent dans les Alpes pour un week-end et effectivement ça leur permet de pratiquer cette discipline. On a pas mal d'étudiants aussi sur Clermont, du coup des gens qui viennent d'autres régions et puis on a aussi depuis quelques années plein de titous quand même, des 8 ans qui s'y mettent et qui à sont partir de 8 motivés. ans Ouais, 8 heures. On a un petit jeune là, au Lioran qui s'appelle Polo, on lui passe le bonjour s'il nous écoute, qui a donc 10 ans et qui est
qui a un avenir prometteur dans le freestyle. Il fait déjà des figures que moi par exemple je ferais pas du tout, notamment la tête en bas. Enfin, il est impressionnant ce petit. Et voilà, donc il y a pas de limite d'âge. Les jeunes justement sont très attirés parce qu'il y a aussi un côté, faut l'admettre, il y a un côté mode un petit peu. Il y a des nouveautés, c'est une nouvelle pratique. Exactement, il y a des tenues vestimentaires derrière aussi qui il y a ça s'appelle le freestyle, donc style libre. Donc effectivement, chacun essaye de montrer son propre style et ça fait que ça pousse. Toi, Jacques, tu es originaire d'où ? Clermont-Ferrand. Tu es originaire de Clermont-Ferrand. Originaire Clermont. Et tu habites là aujourd'hui ? J'habite à Mirefleurs. Et pourquoi tu habites à Mirefleurs ? C'est une question en lien avec le freestyle ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. T'as trouvé du boulot comme ça ? C'est que non, Mirefleurs, moi je trouvais ça joli. Puis voilà, c'était fleurs, il y avait des fleurs, on s'est dit Mirefleurs. Tiens, pourquoi pas ? Pourquoi j'irais pas habiter à Mirefleurs ? Mais du coup, dans ton choix de logement ou de travail, est-ce que ça t'a incité un peu à te rapprocher aussi des montagnes ou d'un lieu où tu puisses vraiment pratiquer le freestyle régulièrement ? Pas forcément. Après, peut-être qu'à l'avenir, si vraiment l'association grandit et qu'il faut que je sois plus disponible, effectivement, j'essaierai de me rapprocher des montagnes. Mais du fait qu'on veut être présent et on veut essayer de développer tout ça partout en Auvergne, il n'y a pas vraiment un lieu qui serait au milieu de tout. Donc là, c'est vrai que Mirefleurs, c'est pratique parce que il y a l'autoroute pas loin pour aller au Lioran, ou après on est vite quand même au Mont-d'Or à Superbès, donc ça se fait assez bien. Édouard, comment tu en parles de l'Auvergne aujourd'hui, toi ? L'Auvergne. Toi qui invites tous les jeunes à aller s'éclater et sauter sur le gros coussin. Je pense qu'il y a un réel désir de la part de tous les consommateurs, on va dire, de sports d'hiver, des stations de sports d'hiver, de voir autre chose, de voir ce qu'ils peuvent observer aussi dans les Alpes, quoi. On tend vraiment on a envie. Tout le monde a envie, mais il manque un peu de moyens, encore une fois. Donc c'est vraiment une question de moyens. L'envie est là et il y a tout à faire. Sincèrement, il y a tout à faire, quoi. La comparaison est difficile quand même avec les Alpes. Oui et non, mais il y a des petites stations des Alpes comparables à celles que nous avons dans le coin, où on peut faire exactement la même chose, c'est clair. Et où il y a tout, il y a des snowparks, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde et c'est une autre dimension, clairement. Mais vous allez de temps en temps dans d'autres montagnes, les Pyrénées, les Alpes Oui. Ouais. Alors, quel est le plaisir ? Quel est le plaisir différent ? Chaque station est différente, donc un plaisir différent. Ouais. Voilà. Mais rester en Auvergne, on est chez soi quand même. Non, mais l'Auvergne, c'est un très très beau terrain de jeu. Amélie, au cours de votre travail, sur cette question justement du développement des sports en plein air, qu'est-ce que vous en avez conclu ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a plein d'enjeux pour le développement des sports de nature. Ouais. Mais est-ce que les jeunes le demandent réellement ? Vous avez eu cette demande particulière ? Au niveau des clubs, il y a beaucoup de demandes justement. On se rend compte dans les clubs, il y a beaucoup de travail demandé aux bénévoles qui passent forcément valorisés. Au niveau des emplois, c'est quand même des emplois précaires dans les sports de nature qui sont difficiles d'accès. Donc il y a de moins en moins aussi de moniteurs qui sont là pour encadrer la pratique, pour amener des nouveaux pratiquants. Donc il y a aussi beaucoup d'enjeux au niveau de l'entretien aussi, ce que je disais tout à l'heure, des sites, la protection. Donc voilà, c'était la conclusion, c'est qu'il y a un potentiel, mais il y a plein d'enjeux derrière à surmonter. Ils peuvent être surmontés que en travaillant ensemble, en fédérant les acteurs, fédérant les moyens. Fédérant les associations comme les associations, les professionnels, les clubs, voilà. Très bien, on va parler karaté dans un petit instant. Là, on fait un grand saut de la nature jusqu'en salle plutôt. On va parler karaté, mais avant cela, place au jeu. Le jeu qui ne sert à rien, mais qu'on aime bien. Édouard, dites-moi, qu'est-ce que vous choisissez entre bouclier d'Arverne ou bouclier de Brennus ? Brennus. Jacques, CDI ou CDD pour un premier job ? CDI. Amélie, golf ou canoë ? Canoë. Barbara, montgolfière ou rafting ? Rafting, on est plus dans l'eau donc que dans les airs. Bon, Édouard, on continue. Vichy ou Volvic ? Volvic.
Jacques, je vais pas demander pourquoi, mais Jacques, aligot ou truffade? Truffade 1000 fois. Ah ouais? 1000 fois. Ah, ouais. Je préfère l'aligot, moi. Ah non, c'est faux. Bon, d'accord. Non, c'est bon aussi, mais truffade. Amélie, Cournon ou Longcourt? Ça sert à rien. Longcourt. Cournon. Cournon, bien sûr. Forcément. Barbara, Aurillac ou Saint-Jean pour un petit week-end romantique avec son chéri? Aurillac, d'accord, c'est très bien, voilà, c'était juste pour rien, mais ça fait toujours plaisir. On continue cette émission et on parle de sport, on va parler de karaté avec toi Barbara. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission du 16-30. Parle-moi déjà un petit peu de toi, de ton parcours. Tu fais du karaté à côté de l'école, j'imagine? C'est ça. Alors moi j'ai commencé le karaté à un petit stage quand j'avais 10-11 ans. Ouais. Et un stage qui était proposé par qui? Non, c'était un peu en centre aéré à Montboissier. Ouais. Et c'était un stage où on faisait plein de petits sports et il y avait le karaté, ça m'a plu donc je suis allée. C'était pendant les vacances d'été, vacances scolaires? Non, vacances d'été, ouais. Ouais, d'été, ok. Voilà, et ça m'a plu donc je me suis renseignée, je suis allée au club de Cournon. Et voilà. Tu habites où exactement? À Mirefleurs. Et c'est à Mirefleurs aussi. Ah bah, on a que des Mirefleurs. Mirefleuriens sur le plateau. C'est à combien de kilomètres de Cournon à peu près Mirefleurs? 5 à peine. 5 kilomètres. Comment tu fais pour t'entraîner? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Un peu tous les jours quand je peux. Ah oui? Ouais, quand je peux. Vu que j'ai envie d'y aller, j'y vais quand je peux. Dès que tu as terminé l'école, tu Voilà, et en fonction des entraînements, tout ça. Ouais. Les entraînements sont fixes en karaté? Comment ça se passe? Ouais, c'est le soir après l'école. Et moi, vu que je suis au lycée Descartes, c'est pas bien loin de la salle, donc je peux y aller à pied et je prends le bus après pour rentrer chez moi, donc c'est pratique. D'accord, parce que les entraînements sont à quelle heure? 18h, 19h. D'accord, donc c'est assez bien adapté par rapport aux horaires de bus aussi, ça te permet de rentrer. Et qu'est-ce qui te plaît dans le karaté? Eh ben, on se dépense au moins. Mais il y a plein de sports dans lesquels on se dépense, tu vois. Tu aurais pu faire du freestyle. Ouais, mais bon. Je sais pas, non. C'est plus compliqué pour trouver ça à Cournon, c'est vrai. Après, dans le karaté, il y a plusieurs. Il y a le combat, il y a le kata. Moi, je suis plus dans le combat parce que j'aime moins le kata, quoi. On va. Chacun. Juste, est-ce qu'on peut apporter le micro à Mouloud à table? Bonjour Mouloud, vous êtes entraîneur de karaté ici à Cournon. Allez-y, je pense qu'on doit vous entendre. Oui, c'est bon, c'est parfait. Oui. Bonjour. Vous êtes entraîneur de karaté? Je suis entraîneur de karaté à Cournon, oui. À Cournon. Les jeunes, il faut les attirer tôt dans le karaté, dans la pratique du karaté? Pas forcément en fait. On n'est pas censé commencer très tôt pour être efficace ou en tout cas avoir un bon niveau, ça dépend. Bon, c'est vrai que c'est plus simple de commencer assez jeune, mais j'ai certaines personnes qui viennent à 15-16 ans ou même un peu plus tard et qui font des bons résultats après. Ouais. Combien de temps il faut pour avoir des bons résultats? Parce que là, pour Barbara, elle est quand même troisième, elle avait la 3e place au championnat de France. Félicitations. Il faut combien de temps à peu près? Il faut... Pour avoir un niveau régional, il faut bien 2 ans et demi, 3 ans on va dire. Niveau national, il faut bien 3-4 ans. D'accord. Qu'est-ce que ça leur apporte aux jeunes? En fait, le karaté, c'est un art martial avant tout. En fait, ça apporte on va dire des valeurs, une philosophie de vie et surtout un peu une présence et une maîtrise. Donc en fait, elle expliquait tout à l'heure qu'il y avait 2 styles, le combat et le kata. En fait, le kata, c'est plutôt un style traditionnel qui vient du Japon, karaté assez ancien. Et le combat, c'est plutôt le karaté moderne avec un style de touche qui ressemble beaucoup à l'escrime quand même. Il n'y a pas trop de violence, c'est surtout de la maîtrise. Donc en fait, le principe, c'est de toucher le premier sans faire mal à son partenaire ou à son adversaire, mais tout en restant assez efficace. Donc ça apporte ça. Je pense qu'au niveau de la confiance en soi, ça aide beaucoup. J'ai pas mal de compétiteurs qui, elle est au lycée, d'autres qui sont en bac ou qui sont en BTS ou bien plus loin, et qui ont une confiance en eux importante quand même. Ça apporte ça à la compétition de haut niveau, parce que bon, elle dit pas tout, mais elle a fait quelques compétitions internationales. Elle est partie en Serbie il y a pas longtemps, là, à Belgrade. Et voilà, donc à cet âge-là, faire des compétitions internationales, c'est intéressant, quoi.
Et ça apporte, moi je pense, ça apporte une confiance en soi qu'on peut retrouver dans tous les sports hein, finalement. Tous les sports se ressemblent, hein, que ce soit du karaté, du trampoline, du freestyle, c'est tout à fait la même chose. À partir du moment où ça leur plaît, c'est ça qui est important, je pense. La France est bien placée en karaté au La niveau France était mondial super bien placée. En parallèle avec le football, à l'époque où le foot était vraiment au top, c'est-à-dire en 98, on était vraiment au top. C'est-à-dire en 98, on était champion du monde par équipe, individuel, et on était bon. Wow. Et ça s'est un petit peu cassé la figure, comme pour l'équipe de France de football. Là. Donc, grosse tête et compagnie. Ça va revenir avec Laurent Blanc, ça va revenir. Voilà. Mais pour le karaté, c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a eu un pic, et maintenant, ça redescend un peu, ça reviendra aussi. Mais sinon, on est pas mal placé. Les championnats du monde ont eu lieu il y a un peu moins d'un mois. Ouais. On a fini 5e des nations. Pas mal. C'est pas mal, mais on a souvent régné en tant que premier. Premier dans les 3 premiers. On a souvent été dans les 3 premiers. D'accord. Donc il y a un peu de déception quand même. Alors. Oui, il y a un peu de déception, mais bon, c'est que faut de la place pour tout le monde. Hein. Les pays de l'Est et les pays asiatiques, eh ben, ils en veulent plus, donc ils ont leur place. Hein. C'est tout à fait normal. C'est facile de faire du karaté quand on est jeune. Très sincèrement, de débarquer dans un club et ça va à tout le monde, hein, mais c'est pas forcément quand on est jeune. Quand on est plus vieux, on commence à 4 ans. Pour les plus débrouillards, un peu plus jeunes, 3 ans et demi, on va dire. Et il n'y a pas d'âge après. Hein. Ouais. Est-ce que c'est un sport qui est aussi adapté aux jeunes en difficulté, familiale, sociale Dans ce club à Cournon, on a plusieurs tranches de développement. On a la compétition pour commencer. Ouais. Pas forcément pour commencer, c'est une tranche. Hein, donc ça, c'est ceux qui veulent vraiment se mesurer, faire des résultats. Exactement. Mais c'est par exemple même pas un tiers du club. Parce que tout le monde ne peut pas faire de la compétition, forcément. Après, on a les plus jeunes, hein, ceux qui veulent faire du karaté loisir, on appelle ça. Karaté détente pour apprendre. Et on a aussi une partie pour les jeunes, les plus âgés, on va dire, pas forcément âgés, mais ceux qui veulent vraiment rentrer dans la tradition et plus trop dans le sportif. Donc après, ça reste quand même une activité sportive, mais un peu plus adaptée, quoi. C'est franchement accessible à tous et sans... Qu'est-ce qui fait que Barbara est donc passée dans la catégorie compétition, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la catégorie loisir à la catégorie compétition? Barbara, toi, qu'est-ce qui t'a décidé? Après, c'est qu'on a envie de faire des résultats, de se classer, tout ça, donc c'est juste l'envie qui fait qu'on... C'est un esprit de compétition qui existe là, comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu veux faire après? Qu'est-ce que tu veux en faire de ce karaté plus tard, toi? Eh ben, c'est mon sport, donc améliorer tout ça, évoluer dans la compétition. Tu travailles en orientation professionnelle à côté de ça? Oui. Tu réfléchis quand même? Oui, ça va, je veux faire kiné, donc pour l'instant, je sais où je vais aller, mais j'ai le sport à côté aussi. De gérer les deux, tu penses qu'aujourd'hui tu y arrives très bien, il n'y a pas de souci? Oui, il n'y a pas de souci. Tu as des bons résultats à l'école? Ouais. Combien? J'ai 14, 15 de moyenne, donc ça va. Peut-être que c'est aussi grâce au sport que les jeunes arrivent à avoir des résultats sportifs. On demandera aussi aux amateurs de trampoline. Ah, on n'entend plus. C'est qu'il y a un petit problème avec le micro, a priori, allez-y. Je disais que c'était une condition. Et, je n'accepte les compétitions nationales et internationales à partir du moment où l'école... ça se passe bien, sinon c'est pas intéressant. Ouais, mais un jeune qui réussit pas à l'école, ça veut pas dire qu'il a pas envie de. On est d'accord, mais le karaté, ça fera vivre. C'est pas comme certains sports où on peut en vivre aisément. On peut être champion du monde demain et on sera pas beaucoup plus riche, quoi. Oui. L'école, c'est ma philosophie à moi. Je pense que on n'a pas tous les mêmes capacités, mais on peut tous avoir envie d'y arriver. Ouais. Par du moment où on n'a pas envie d'y arriver. Ça se complique, oui. Ça se complique en tout cas pour les compétitions de haut niveau, on va dire. Après les compétitions régionales et sur le territoire auvergnat, c'est pas très très grave. Mais de temps en temps, on fait des déplacements assez lointains où on y reste un week-end et il arrive régulièrement, enfin pas forcément régulièrement, mais quelques fois dans l'année où il loupe un peu les cours. Par exemple, si on a des compétitions le samedi matin, faut qu'on parte le vendredi dans l'après-midi. Donc c'est pareil, j'accepte qu'il loupe les cours à part du moment où ça se passe bien en cours, quoi. Sinon, c'est plus compliqué à rattraper. Barbara, ça aussi, louper les cours, c'est parfois problématique? Moi, ça va, vu que j'arrive à gérer mes cours, à rattraper. Donc, comment tu fais? Le week-end, je m'organise avant avec des copines déjà. Ouais. Et dans le week-end, je rattrape, quand je reviens, je rattrape mes cours, les photocopies, tout ça. Ouais, pas facile quand même quand on n'a pas suivi le cours. C'est pas pareil. Ouais, hein. Après, on peut redemander aux profs qu'ils nous fassent un soutien, vu qu'il y a des cours de soutien, tout ça. Les profs sont assez à l'écoute, ils te suivent, ils savent que tu fais du sport. Oui, ça va,
ils savent tout ça, donc vu qu'il y a des cours de soutien régulièrement dans l'année, je peux y aller quand je veux, quoi. Ouais. Tes parents te suivent beaucoup là-dessus aussi. J'imagine que c'est un peu eux qui t'amènent, qui te ramènent aussi parfois. Ouais, c'est ça. Pour les compétitions, ils gèrent leur emploi du temps en fonction de toi. Généralement, on part avec le club, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais sinon, ça va. Ouais. Question aux amateurs de trampoline. Antoine Perrard est ici avec nous dans cette émission du 16-30. Merci beaucoup d'être là, Antoine. De rien. Trampoliniste, on dit, hein. Oui, c'est ça. Oui. Compétiteur aussi. Oui. C'est compliqué de faire un sport insolite, un peu. Bon, le trampoline, on n'en voit pas non plus partout. Ouais, ça c'est vrai. Enfin, mais non, c'est pas compliqué. Enfin, c'est assez il faut trouver le club déjà. Ouais, voilà, club. On n'est que 2-3 clubs dans l'Auvergne. Ouais. Et vous êtes d'où vous habitez à côté du club ou... Ouais, c'est pratique. J'habite à 500 mètres. 1 kilomètre maintenant depuis qu'on est à la salle. C'est pas un problème ça quand on a un club de trampoline de se dire que de toute façon il y aura que des gens de la ville ou vraiment des alentours très proches qui vont pouvoir participer, s'entraîner? Non, parce qu'on est devenu une famille à la fin, quoi. C'est un club super convivial, super sympa. On se connaît tous maintenant depuis longtemps. Les petits, on les accueille bien. Tout le monde s'intègre bien. Qu'on se retrouve après plus tard ou pas. Ouais, mais un jeune un jeune du Puy, par exemple, qui a envie de faire du trampoline. Vous avez eu ce cas-là? Non. Non, pas forcément, ils viennent pas du coup. Non, ils font pas de trampoline. Non, les plus loin, ils venaient de EDA. Il y a eu. Mais c'est super compliqué pour les parents. Ouais, bah oui, c'est compliqué pour les parents. C'est ça le problème. C'est qu'après, il y a. Souvent, ils sont pas à l'école à Cournon. Ils sont le temps de venir d'EDA ou de plus loin. Parce qu'on a les mêmes tranches horaires que le karaté, quasiment 18-20 heures toute la semaine. Ici à Cournon, vous avez les mêmes tranches horaires. Donc quelqu'un qui voudrait faire du karaté et du trampoline, on sait jamais. Ou les deux en même temps, sur le trampoline. Bon, alors, il faut être très physique, mais. Non, c'est pas possible. Apparemment, il me dit que c'est pas possible non plus. Faut suivre, faut pas aller aux toilettes toutes les 2 minutes. Comment ça s'organise le trampoline? Il y a des figures en compétition? Comment ça se passe? En compétition, il y a plusieurs niveaux aussi. Donc régional. Enfin, il y a 2 classes nationales. Il y a une partie fédérale et nationale. C'est 2 catégories différentes vu que le niveau est plus élevé en national. Et le principe se résume en 2 passages. Il y a un passage, le premier c'est un passage imposé. On a soit des figures imposées, soit un enchaînement préconstruit selon la catégorie. Et le deuxième passage c'est un passage libre où on fait ce qu'on veut dessus, le trampoline. Ouais, ce qu'on veut, avec il y a des minima de points par contre. D'accord. Chaque figure rapporte une valeur de points. C'est un sport artistique quand même. Oui, voilà. complètement. Ouais. D'accord. Parce que les enchaînements sont construits quand même pour que ça soit facile et agréable à regarder aussi. Ouais. Antoine, vous êtes sélectionné au championnat de France? L'an dernier, oui. C'est l'an dernier. Ça fait 2 ans, ouais. Est-ce que c'est compliqué pour la vie quotidienne, la vie de couple? Quel âge vous avez? 25 ans? 25, ouais. Voilà. Dans mon cas, c'est compliqué parce que je travaille dans le Cher, à côté de Bourges. Ah bon? Et je reviens tous les week-ends pour m'entraîner le vendredi soir et le samedi matin. Ouais. Donc mes horaires de travail correspondent parce que je finis à 4h30, 1h30 de voiture et j'arrive à 6h à l'entraînement les vendredis. C'est un coup de chance que les horaires de pour travail... cette partie, c'est un coup de chance parce que quand j'étais au lycée, ça correspondait à peu près aussi. Ouais. Mais ouais, c'est un coup de chance que je finisse pas à 18h. Et s'il avait fallu faire le choix? C'est pas le trampoline qui me fait vivre. Ouais. Ouais, il y en a que 2 que ça fait vivre en France quasiment. Ouais. Personne on vit pas d'un sport comme ça. Vous faites quoi comme métier à côté? Je suis bijoutier, joaillier. Très bien. C'est très différent. Rien à voir avec le sport. Ouais, c'est n'a rien autre à chose. Barbara nous disait qu'elle voulait faire kiné. C'est vrai qu'on comprend aussi le rapport entre le sport de haut niveau et puis la pratique médicale. Enfin, en tout cas, l'envie de s'installer en tant que kiné, mais joaillier. Ouais, c'est un choix pas commun, mais ouais. Est-ce que c'est un parcours du combattant pour la vie de couple? Bah non, parce qu'elle est au club de gym de Cournon et donc c'est assez facile. Ouais, c'est les mêmes horaires d'entraînement. Il vaut mieux choisir donc une sportive. Ça, je sais pas, c'est tombé comme ça, mais là, ça va peut-être autrement. Ouais. Non, ça n'a jamais posé de problème parce que j'imagine qu'elle aussi, du coup, elle a Si, c'est pour les compètes, quoi. Ça tombe pas en même temps. Si l'un va à l'une, on va à l'autre. On arrive à suivre souvent, mais on n'a pas les mêmes endroits de compète aussi, donc ça varie.
Non, ça gêne pas plus que ça. Ouais. Comment vous voyez dans le trampoline demain? Vous voulez continuer? C'est des pratiques qu'on peut avoir sur du long terme? Non. Plus on vieillit, puis plus ça devient dur physiquement. Ouais, c'est quand même un sport assez rude, assez dur. On n'est pas très grand, on a mal aux genoux, mal au dos. Ouais, non, c'est assez physique quand même. C'est assez intense sur le moment. Ouais. Peut-être qu'on peut demander... c'est Romain, c'est ça, à côté? Romain est derrière. Romain, bonjour. Bonjour. Quel âge as-tu, Romain? 16 ans. 16 ans. Tu fais du trampoline aussi? Oui, aussi. Et alors, comment ça se passe, toi, le trampoline? Ça correspond à quoi dans ta vie? Un sport. C'est indispensable? Est-ce que c'est indispensable? Indispensable, non, mais je pourrais pas trop... ça me dérangerait de pas y aller toutes les semaines, quoi. Parce que tu veux vraiment être au top, arriver au niveau aussi, continuer J'aimerais, mais c'est compliqué. Ouais, c'est dur, c'est ça. Tu t'organises comment pour suivre les entraînements? Je peux me libérer le mercredi, le vendredi et le samedi. Oh, c'est déjà pas mal. Mais en dehors de ça, je fais un autre sport, donc... C'est quoi comme sport? Le handball. Du hand, ici à Cournon aussi? Aussi. Et alors ton emploi du temps, tu le fais comment? Je le fais, je me débrouille comme je peux selon mes horaires sortis du lycée. Ouais. Et ça me fait du sport tous les jours. Et au lycée, ils sont relativement à l'écoute quand tu dois partir un peu plus tôt parce que tu as un entraînement ou qu'il y a une compète. On en parlait avec Barbara il y a quelques instants. Oui, généralement ça arrive pas trop, mais sinon oui, c'est bon. Pourquoi tu fais du sport, toi? Est-ce que tu t'es posé la question? Il y a plein de jeunes qui font pas de sport, hein. Oui, c'est pour dépenser mon énergie et c'est pour m'amuser, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves dans le trampoline que tu trouves pas dans le handball? La sensation. Ouais. La sensation de faire des figures, il y a le danger aussi. Le danger. Le danger. C'est... voilà. Pourtant, c'est assez sécuritaire, non? Non, pas vraiment? Ah non, on me fait signe que non. C'est vrai? C'est dangereux? C'est dangereux. Non mais ceci dit, c'est vrai que je vois les trampolines moi qu'on achète dans les supermarchés. Pour moi c'était dangereux parce que je tombais tout le temps par terre à côté, mais c'est vrai que quand on reste dessus, c'est pas trop dangereux. Hein. C'est vrai que ça m'est arrivé souvent de tomber par terre, mais on a quand même des gros tapis, donc c'est quand même bon. Hein. Bon, ça va. Romain, s'il n'y avait pas eu de club de trampoline à Cournon, oui. Tu aurais fait quoi? Je serais peut-être allé à Coubertin pour faire du saut plongé, je sais pas comment trop on a... Ouais. Voilà, mais ça n'existe plus là aujourd'hui, donc je sais pas trop. Tu aurais cherché un autre sport en tout cas. Voilà, peut-être gymnastique peut-être, je sais pas. Peut-être gym, ouais. Oui. C'est bizarre quand même de choisir son sport, le sport qui va finalement nous faire grandir, le choisir juste en fonction du club qui est présent dans la ville, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Barbara, s'il n'y avait pas eu de club de karaté ici? Moi, je me suis pas trop posé la question parce que c'était un stage, donc j'ai vu que donc Mouloud, mon entraîneur, c'est lui qui faisait la découverte dans ce stage. Donc après, j'ai vu qu'il y avait le club de Cournon où c'était justement Mouloud qui entraînait. Donc après, vu que c'était pas loin, je suis allée au club, quoi. L'important, c'est quand même d'avoir des éducateurs avant de pouvoir leur apprendre à ces jeunes à faire du sport et notamment du trampoline. Antoine, récupérez le micro parce que sinon on vous entendra pas. Le fait, ça se trouve comme ça, on fait le sport. S'il n'y avait pas eu de club de trampo, je sais pas ce que j'aurais fait à la place. Ça vient comme ça en fait, on trouve son sport. Il y a plein de petits qui essayent et puis qui n'aiment pas et ils vont voir ailleurs. Ils vont voir ailleurs. Ils vont faire du rugby, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, il y a rugby ce soir, je crois. Il y a un gros match, il me semble. Hein. Ouais. Quelqu'un est au courant? Ouais, je vois au fond de la salle. Oui, bien sûr. C'est l'équipe de France, il me semble. Est-ce qu'on arrive facilement à inciter les jeunes aujourd'hui à faire du sport? Ouais, en général. Après, s'ils ont une philosophie sport, s'ils aiment le sport, Et c'est quoi avoir une philosophie sport? Comment on détecte un jeune qui a une philosophie sport, quoi? C'est dur, hein? Ça vient naturellement. Si on voit que si ça leur plaît dans n'importe quel sport, si on voit qu'ils sont attirés par ça, ou... je sais pas, je comparais ça avec un chien avec une balle, quoi. S'il saute dessus, il adore ça, quoi. Et nous, c'est pareil. Hein.
Pour moi, pour mon cas, c'est pareil. Si j'arrive pas à arrêter, c'est que. J'ai jamais vu un chien qui ne sautait pas sur une balle, moi, perso. Voilà, donc tous les enfants sont accros au sport. Sont accros, peut-être. Mouloud, même question. Est-ce que c'est facile de les inciter à venir, à se dépenser, à être réguliers dans les entraînements, les jeunes aujourd'hui? En fait, il faut se mettre à leur hauteur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont pas chercher la compétition. Il faut leur donner quelque chose de spécifique, d'autres qui vont chercher la compétition. En fait, il ne faut pas frustrer les enfants. Si jamais on les bride ou on les pousse à faire plus qu'ils devraient en faire, eh ben, ils vont être frustrés, ils vont partir. Je ne pense pas que c'est forcément le sport qui fait qu'ils vont rester dans... On peut bien aimer le football, mais ce n'est pas pour autant qu'on va y rester dans un club. C'est peut-être aussi la structure, l'organisation, le prof. Ce qu'on peut leur proposer. Qu'est-ce que c'est un bon éducateur, un bon entraîneur ? Justement, c'est lui qui propose un panel de son sport. En fait, il faut décortiquer un peu le sport. Et en fonction d'enfant ou du jeune, pas forcément un enfant ou un adulte, et ben on lui propose ce qui lui correspond le plus. Et après, il faut évoluer, on peut évoluer. C'est comme tout à l'heure, les sports extrêmes, c'est pareil, on va pas commencer à faire 4 saltos arrière sur la neige. Ouais. Sinon, la personne va dire, c'est pas pour moi, je m'en vais. À partir du moment où on lui propose quelque chose qu'il peut faire, et une évolution, il n'y a pas de souci, il va continuer. Il y a une pédagogie, il faut quand même savoir être pédagogue, expliquer aux gens comment on fait, il y a une méthode. À partir du moment où on est un petit peu pro, tout va bien. C'est vrai que le problème du sport, moi je suis éducateur, je suis même entraîneur. Il y a éducateur et entraîneur. Le problème du sport, c'est que des fois c'est fait un peu par n'importe qui, n'importe comment. Ça peut dégoûter les gens et après ils se disent oui, le sport c'est transpirer et se faire mal. Alors que c'est pas ça le sport. Le sport c'est pas simplement transpirer et se faire mal. Donc à partir de si on arrive à faire comprendre ça aux personnes, en général ils sont contents, ils restent. Comment est-ce qu'on a intérêt à inciter les jeunes qui suivent un sport pendant plusieurs années, comme Barbara par exemple, à s'orienter vers des cursus d'éducateurs et d'entraîneurs? Est-ce que toi, par exemple, Barbara, ça te tenterait d'être entraîneur de karaté Moi, oui, ça me tenterait, mais après, je sais pas encore. Enfin, il faut que je voie ce qui peut être proposé. Oui, voilà. Où ça, comment. Enfin, il y a plein de choses. Et combien on gagne Non un peu. Voilà, un peu tout, quoi. Un peu, évidemment. Dans les sports, alors sport extrême, le sport de glisse, comment ça se passe au niveau de l'éducation, de la pédagogie, justement? Parce que c'est tout nouveau, alors du coup, il n'y a personne Alors nous, on a un problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas de fédération, on n'a pas vraiment de club encore, c'est trop récent. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est en train de venir dans la FIS, donc ça va suivre derrière, je pense, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas en fédération nationale. Donc effectivement, il n'y a pas d'entraînement, c'est chacun qui se motive et qui y va et qui s'entraîne tout seul. Alors tout seul oui et non, parce que voilà, c'est quand même une famille, comme tu disais tout à l'heure. Je crois que dans tous les sports, c'est un peu ça aussi. Tous les pratiquants d'un même sport, ont quelque chose en commun de fort. Et voilà, il y a une ambiance derrière. Il y a donc cet esprit de famille où chacun s'entraide. Celui qui est très bon va donner des conseils aux moins bons. Oui, mais il n'y a pas toujours un très bon sur un circuit de snowpark. On dit circuit d'ailleurs On dit un snowpark. Sur un snowpark. Il n'y a pas toujours très bon, mais il y a tout le temps quelqu'un qui a un niveau supérieur à un autre. Et ça suffit pour. Et voilà, ça crée une émulation derrière et chacun se soutient. Des fois même ça se tire un petit peu la bourre, faut le dire. Il y en a un qui va faire une figure assez impressionnante, assez difficile. Bon, il y en a un autre derrière qui va essayer de la faire aussi. Chacun reste quand même conscient de son niveau parce que comme le disait Mouloud tout à l'heure, on va pas commencer directement 4 saltos, c'est pas possible. Mais voilà, donc si la fédération pouvait s'intéresser de plus près à notre discipline, effectivement ça permettrait que ce soit plus sérieux, plus cadré et puis voilà, que ça se développe de plus en plus. Et vous pensez que ça peut être un outil de promotion du territoire aussi? Ah oui, concrètement, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'ici on a la chance d'avoir des montagnes qui sont quand même fantastiques. Alors, on n'a pas beaucoup d'altitude par rapport aux Alpes, par rapport aux Pyrénées, ça c'est sûr. Mais ça fait 3 ans là qu'on a des conditions d'enneigement qui sont assez fantastiques. Donc voilà, ça les stations s'en plaignent pas, c'est complet depuis 3 ans. Et voilà, on a des pentes qui sont belles, on a un paysage qui est magnifique, il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Après, bon, faut que... Ouais, ça permet de valoriser le potentiel justement. Touristique aussi, de faire venir un petit peu de monde de l'extérieur. Et puis du coup, les sports nature, c'est un peu particulier parce que ça induit un rapport
encore plus spécial au territoire, vu que ton territoire c'est ton terrain de jeu, tu as un attachement vraiment particulier qui fait que tu vas le défendre, tu vas le valoriser encore plus, quoi. Donc l'attachement au territoire, quand on fait du trampoline ou du karaté, Mouloud, l'attachement au territoire. Oui, c'est super important. Ouais. Oui, si, c'est important. Ouais. C'est-à-dire vous défendez les couleurs de Cournon quand vous partez en compète. Ouais, bien sûr. Par exemple, la municipalité de Cournon, elle nous aide quand même pas mal sur les transports, notamment sur des prêts de minibus lors de déplacements assez lointains. Donc oui, c'est sûr qu'on met nos couleurs en avant, c'est certain. C'est un sport individuel, mais par exemple, quand on a un résultat national ou même régional dans un club, c'est tous les licenciés du même club qui sont contents et fiers. Donc oui, bien sûr, on met les couleurs en avant. Et ben voilà, vive le sport. Et vive l'Auvergne. Et vive l'Auvergne. C'était le mot de la fin pour cette première partie. Merci à vous tous autour du plateau et puis dans le public d'avoir participé sur cette thématique du sport. Dans la deuxième partie, on parlera des jeunes, de la sexualité, comment ils vivent leur sexualité, leur homosexualité également. Comment on fait aussi quand on est jeune et puis qu'on doit vivre des moments parfois un peu difficiles socialement. On en parlera ensemble dans cette deuxième partie d'émission avec d'autres invités. Un petit coup d'œil sur le programme, l'agenda de la tournée du 16-30. Vous le savez, nous sommes sur les routes d'Auvergne jusqu'au 4 décembre prochain. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain 24 à Clermont-Ferrand. Nous serons à la maison de quartier Saint-Jacques. Nous donnerons la parole aux jeunes marginalisés. Nous parlerons également d'insertion professionnelle pour les jeunes salariés, pour les intérimaires par exemple. On questionnera un petit peu les jeunes là-dessus, sur ce qu'ils vivent, leurs difficultés, les freins aussi pour leur accès à l'autonomie. Jeudi 25, nous serons au lycée de Mauriac, dans le Cantal. Nous parlerons de l'agriculture. Nous évoquerons avec les jeunes, avec eux, on en parlera, voir un petit peu quand on est jeune agriculteur, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince. Et il sera question également dans cette émission à Mauriac jeudi de mobilité, les transports, quand on est à Mauriac en plus, comment on peut faire pour faciliter les choses et concrètement, qu'est-ce que ça induit sur la vie quotidienne des jeunes aujourd'hui. Samedi 27, nous serons à Saint-Flour, nous vous attendons nombreux à Saint-Flour pour parler de création d'entreprise et des problématiques liées à la santé également. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission avec d'autres invités sur le plateau du 16-30. Mais tout de suite, un petit peu de musique. Alors, est-ce qu'on a le micro? Est-ce qu'on peut faire passer le micro, s'il vous plaît, à Axel de la Granja Orchestra? En quelques mots, Axel, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. On va écouter un petit morceau de la Granja Orchestra. Ouais, qui s'appelle Cool du Rire. Ouais, et c'est quoi comme titre? C'est reggae la Granja, dub. c'est reggae dub, voilà. Ouais. Et ce morceau-là, justement... montre bien le panel. D'accord, vous êtes en concert bientôt là? Non, là on est en préparation d'album, donc du premier album, donc on va rattaquer qu'au printemps 2011. La Granja Orchestra, originaire de Clermont. De Rion. Oui, Rion, juste au-dessus de Clermont, quoi. Voilà. On écoute le morceau tout de suite et on se retrouve juste après avec notre deuxième partie d'émission. Tune through the air, it comes from the far face. Could you hear what is carrying? Could you feel the drum through the air? It's for all the underground depths. Would you feel what it means? Now listen the bass through the air, bringing by your nose. Understand its significance. Make a song with it, I give you love to it. So make a song with it, I give you love to it. So make a song with it and give you out your soul. We just have to find the vibes to make a really good melody. To feel like the orchestra in the drum and bass. And let everybody dance on my reggae. And let everybody dance on my reggae.
sur le plateau du 16-30, on a fait le switch du plateau, comme vous avez pu le constater, en direct sur le www.16-30.fr. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des jeunes, de leur sexualité, de comment ils la vivent, comment ils se sont aussi, comment ils vivent leur couple, l'installation en couple et parfois les difficultés qui peuvent également en découler avec nos invités. Je vais déjà faire un tour de plateau. Marie-Thérèse Joly, bonjour. Prenez votre micro en main, tous. Très bien. Marie-Thérèse, vous êtes ancienne sage-femme. Mais toujours. Toujours, vous l'êtes toujours. Vous êtes toujours en activité ? Non. D'accord. Non, mais je suis toujours sage-femme. On reste toujours sage-femme. D'accord. Ça, je le saurai maintenant. Vous êtes bénévole au planning familial aujourd'hui aussi ? Je suis bénévole, mais aussi j'ai une vacation en tant que conseillère conjugale. D'accord, très bien. Donc vous interviendrez évidemment tout au long de cette émission pour nous parler du couple, de ces jeunes qui se mettent en couple aussi, qui parfois c'est difficile de quitter papa-maman pour certains. Enfin, on verra ça. On en discutera dans un instant. Christopher Despal. Oui, c'est ça. Bonjour, de AIDS. Oui, l'association AIDS. Très bien. À ma droite, Lucille Courtadon. Bonjour Lucille. Toi, tu es en couple aujourd'hui, tu as 19 ans, 19-20 ans. C'est ça. Je me trompe pas ? Non, parce que maintenant je fais attention avec mes fiches. Merci ça, Pauline. 19 ans, tu es en couple. Tu nous parleras aussi, tu viens de faire toutes tes démarches pour ta contraception. Tu nous parleras un petit peu de ça. Il y a un moment maintenant. Voilà. Tu nous expliqueras un petit peu comment ça s'est passé. Tu as fait appel au planning familial justement. Oui. On évoquera ça avec toi dans un tout petit instant. Anaïs, bonjour. Bonjour. De l'association Agile, oui, voilà. Qui organisait d'ailleurs le festival au Mosaïque la semaine dernière. J'en ai pas mal parlé dans cette émission. Voilà, et c'est encore ce week-end. D'ailleurs, ceux qui le veulent. Cette semaine, oui, c'est toute la semaine, là, voilà. C'est ça ? Ce soir, par exemple, à 22h, à l'espace gay, lesbien, bi et les transidentités pour une petite soirée festive. Et puis demain. Autour d'un verre. D'accord. Voilà, un petit peu de L'adresse, c'est quoi ? musique. 28 avenue Marx Dormois à Clermont-Ferrand. À Clermont, très bien. Et puis demain, une randonnée organisée par l'association Randos. Ouais. Et le pot de clôture à 18h, toujours au même lieu. Quelle mémoire, c'est incroyable. Donc Agile, l'association gay, lesbienne, bi, trans de Clermont-Ferrand. Mais d'Auvergne, parce que pour le coup, vous êtes la seule ? Non, on n'est pas la seule, mais... D'accord, mais vous voulez intéresser à la fois et vous parler de l'homosexualité, surtout de l'Auvergne en général. Voilà. Très bien, d'accord. Alors on va commencer cette émission déjà pour parler, on va parler de la découverte de sa sexualité. Je voudrais donner la parole à Lucille pour commencer. Déjà faire connaissance un petit peu, Lucille, parce qu'on va parler de choses intimes, alors autant faire connaissance. Faisons connaissance. Lucille, d'où viens-tu déjà ? De Clermont. De Clermont, tu habites Clermont, tu es née à Clermont ? Depuis toujours, j'habite à Clermont. Tu as fait tes études à Clermont ? Oui, toutes, collège, lycée, fac. Ouais, fac. Quel type tu as fait quoi comme fac ? J'ai fait un semestre de psycho. D'accord, un semestre de psycho. Voilà, un semestre, ça veut dire ce que ça veut dire. Et après ? Après, du coup, je suis partie à l'étranger et là, je suis revenue et je travaille au planning familial. D'accord. Tu es partie à l'étranger pourquoi ? Pour t'émanciper ? Pour aller habiter à l'étranger, découvrir d'autres choses. Tu as travaillé là-bas ? Oui. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tout, t'en fais pas. Mais ça permet aussi de voir un petit peu quel a été ton parcours, toi, jusqu'à aujourd'hui, dans cette jeunesse qui est relativement large, de 16 à 30 ans, on en fait des choses. Donc tu es partie à l'étranger pour découvrir d'autres choses. Tu es partie toute seule ? Non, je suis partie avec mon copain. D'accord. On est partis tous les deux dans les îles pour essayer de voir autre chose, voir si on pouvait habiter là-bas et tout ça. Ouais. Et puis finalement... vous espériez travailler là-bas, trouver du boulot ? Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas énormément de boulot là-bas. C'est très touristique, donc dès qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de boulot. Ouais. Donc du coup, finalement, on est rentré et on s'est réinstallé sur Clermont, comme avant de partir. Vous vous êtes rencontrés à quel moment ? À quel âge ? On s'est rencontrés il y a 2 ans. Je sais plus, moi j'étais au lycée, lui il était à la fac. Ouais. Voilà, mais on se connaissait d'avant parce qu'on était au même lycée. D'accord, donc c'était déjà quelqu'un que tu connaissais depuis pas mal de temps, c'était un ami ? Oui, non, en fait on se connaissait très peu et on s'est revus après par la suite, donc vraiment par hasard quoi. D'accord. Vous avez emménagé ensemble Oui, on a emménagé, déménagé avant et après en partant on a emménagé ensemble, puis là Ça a été rapide un peu l'emménagement ou pas ? Vous me dites ça, c'est long, je me rappelle plus. C'était loin, mais ça fait 2 ans, c'est pas si loin. Mais il se passait plein de trucs entre temps. Mais on veut tout savoir, Lucille. Allez, sachons tout. Non, ça a été assez rapide.
on vivait chacun chez nos parents. Et puis, quand moi je suis arrivée à la fac, j'ai voulu prendre un appart et ça s'est fait comme ça. Donc il est venu s'installer avec toi. Il travaillait, lui, par contre, à côté ou pas? Il était en fac, puis il s'est arrêté. Ouais, à ce moment-là, il travaillait, je crois. Ouais. Est-ce que tes relations, relations intimes, avec les hommes ont commencé tôt ou pas? Est-ce que c'était un des premiers? Non. Et on rigole pas à côté parce que les questions aussi, tout le monde va y avoir droit. Non, il n'y a pas de souci. Non, ça a commencé au lycée, bien dans la moyenne. Marie-Thérèse Joly, dites-moi un petit peu, les jeunes comment se rencontrent tôt, se mettre en couple tôt aujourd'hui ou pas? Alors c'est un petit peu difficile parce que le planning évalue pas tellement la notion de conjugalité. Bon, c'est un petit peu particulier quand on vient nous voir pour une problématique de couple. Donc c'est un petit peu difficile. Mais si vous voulez revenir au premier rapport, en fait, quand on se rend compte que statistiquement, il n'y a pas beaucoup d'évolution depuis quelques décennies. C'est-à-dire, on parle de... Non, en fait, il y a très peu de... On croit toujours que les jeunes sont extrêmement... commencent très très tôt. Alors c'est vrai qu'il y en a qui commencent très tôt, mais dans la moyenne et au niveau statistique... Là, vous parlez de sexualité. Sexualité, oui, vous me parliez des couples, vous l'avez évoqué. Donc, pour une fille, c'est un petit peu plus tôt, c'est-à-dire on doit être à 17 ans, il me semble. Et pour le garçon, on doit être à 16 ans. Oui. Donc, on se rend compte que finalement, globalement, faut pas croire que tout le monde démarre ses rapports sexuels très très tôt. Alors, Lucille, ce garçon-là, on va lui donner un prénom peut-être, ça sera plus simple. Il s'appelle Cédric. Donc Cédric. Cédric, quand tu l'as rencontré, c'était déjà... tu savais que ça allait être sérieux, tu savais que tu allais t'engager, tu avais déjà cette envie-là? Pas du tout, parce qu'à la base, il devait partir dans une autre région pour ses études. Du coup, ça devait durer 3 mois, quoi. Ouais. Et puis finalement... Ça t'arrangeait bien? C'est super, dans 3 mois au moins, il s'en va. T'es bon, je suis libre. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je me fiais pas à ça, c'était peu importe, quoi. Je voulais pas me mettre en couple, me marier, avoir des enfants. C'était pas mon but. C'était quoi, les études d'abord? Non, c'était... Le travail? Non, c'était même pas. Ce qui y arrivera. Parce que j'avais pas envie spécialement de faire des études longues, j'avais pas envie de me mettre en couple, je savais pas trop, et ça s'est fait tout à fait naturellement. C'était pas un but en soi, quoi. C'est allé vite quand même, parce que vous avez décidé du coup de partir à l'étranger, donc de tout lâcher tous les deux. Un an après. Ouais. Un an après. Oui, même si on n'était pas en couple, on s'entend super bien, donc du coup, c'était une relation de confiance, donc partir à l'étranger tous les deux, il n'y avait pas de trop d'inquiétude vis-à-vis de l'un de l'autre, donc c'est très rassurant. Qu'est-ce qui t'a rassuré chez lui? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? À quel âge as-tu, Lucille? 19 ans, c'est ça? Oui, Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui du mec avec lequel tu vas te mettre en ménage? Et en l'occurrence Cédric, on est sûr, c'est Cédric maintenant. Oui, je sais pas, on verra. Le pauvre. Non. Qu'est-ce que tu recherchais? J'avais pas de critères, c'est juste qu'on puisse bien s'entendre, qu'on puisse parler de plein de choses, même des choses sur lesquelles on n'est pas vraiment d'accord, ce qui est toujours le cas. Hein. Mais que ça soit en même temps, quelqu'un avec qui je sois bien, que je puisse parler. C'est super important de pouvoir discuter avec son chéri et pouvoir échanger sur plein de sujets différents. Donc moi, là en ce moment, c'est vraiment le truc que j'apprécie le plus, quoi. Voilà. Comment a évolué les relations que tu avais avec tes parents vis-à-vis de mon couple? Oui. Oh là. Non, ça s'est à peu près bien passé, mais quand j'ai emménagé avec lui, mon père l'a pas forcément très bien pris. J'avais voulu m'émanciper de lui parce que je voulais vivre ma vie, et quand il a su que c'était vivre ma vie pour vivre avec du coup un autre homme que lui, c'était pas forcément très simple, mais voilà. Comment il a exprimé son désaccord, ton père? Les mots, c'était: tu quittes une prison pour en reprendre une autre. Waouh. C'est beau. Dis donc. Voilà, mais donc c'était... Papa de Lucille, si vous nous regardez, attention. C'est dur comme mot quand même. Oui, mais après c'était une période conflictuelle quand même, donc c'était... Il pesait ses mots, je pense. C'était... Ah, c'était des mots pesés. Oui, je pense, okay. mais de ma part comme de la sienne. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Non, maintenant ça se passe très bien.
Voilà. Tu parles de période conflictuelle. Tu as eu besoin de passer par cette période conflictuelle-là pour couper le cordon ? Ah oui, ça a été très 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 conflictuel à cette période-là. Du coup, en même temps que je me suis mise en couple, je pense, je sais pas si c'était un rapport ou pas, mais ça a été très difficile et pourtant, c'est ce qui fait que maintenant ça se passe bien. Je pense, c'était un passage obligé. Qu'est-ce qui a été difficile dans le conflit que tu as vécu avec ton père ou avec tes parents, peut-être, du coup, parce que... Mes parents sont séparés, donc du coup, le fait que je veuille plutôt habiter avec ma mère parce que j'avais plus envie de ça, ou mon père a eu 2 autres enfants, donc du coup, je me retrouvais avec des enfants en bas âge chez moi, ce qui n'était pas forcément facile. Plein de petites choses qui au final font que on se sent plus vraiment chez soi, et qu'à ce moment-là, on veut avoir un vrai chez soi. Voilà. Tu as osé leur demander de l'aide aussi, peut-être financièrement, quand tu en avais besoin, ou justement le fait qu'il y ait eu ce conflit a fait que tu t'es dit non, je vais me débrouiller toute seule. J'ai essayé de me débrouiller toute seule, mais comme c'est pas vraiment possible en faisant des études ou en n'en faisant pas. Oui, mais ça c'est pas moi qui ai demandé. J'ai pas l'impression que ça soit moi, ça s'est fait naturellement. Ils m'aident pas énormément, je travaille, mais oui, j'étais aussi là pour ça. C'est aussi leur rôle en tant que parents, je pense, et ça s'est fait naturellement de leur part. C'était pas dans le conflit. La dépendance financière avait pas de rapport avec le conflit, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Non, mais ils sont restés là. Ils ont su te montrer, malgré tout, malgré le conflit, qu'ils étaient là s'il y avait besoin. Oui, et puis il n'y a pas eu de vraie rupture. Ça a été dur, mais s'il y a une rupture, elle a été de 3 mois, c'était peu. On discute assez bien pour pouvoir rebondir. Christopher, à AIDS, comment ça se passe ? On parle de la relation avec les parents, un jeune qui apprend sa séropositivité, la relation, le cordon à couper que tout jeune doit vivre. On doit à un moment donné de toute façon couper ce cordon. Le cordon est encore plus difficile peut-être à couper ou c'est encore plus conflictuel ? Qu'est-ce que vous avez quel témoignage vous avez à AIDS là-dessus ? Alors c'est assez compliqué de donner une généralité sur cette question. Effectivement, ça peut être soit du coup une rupture très marquée parce qu'il y a un rejet, parce qu'aujourd'hui être séropositif c'est encore très stigmatisant. Ouais. Donc forcément la rupture, le rejet des parents peut être très très violent. Comme en même temps, il peut y avoir un soutien très très fort pour le coup des parents. C'est vrai, il n'y a pas de généralité à donner là-dessus. La rupture avec les parents en cas de séropositivité, elle est doublement difficile, vécue encore plus mal, j'imagine. Alors oui, elle est vécue plus mal parce qu'en plus on est dans un moment de sa vie où on a besoin de soutien. Et forcément, quand on a besoin de soutien, vers qui on va le chercher ? Vers ses parents, parce que c'est toujours là qu'on l'a trouvé. Et donc forcément, trouver une porte fermée, c'est jamais évident. Et puis en plus, découvrir qu'on est séropositif quand on est jeune et qu'on n'avait pas forcément de dialogue avec ses parents, ça va entraîner aussi des suspicions d'homosexualité. Alors, que ce soit vrai ou pas, mais généralement, pour un garçon en tout cas, ça va être suspicion d'une homosexualité qui n'a jamais été révélée, et donc ça entraîne encore plus de choses. Donc c'est vrai que ça peut être très très conflictuel. Des conflits encore plus difficiles. Quels sont à l'association les jeunes qui viennent vous voir, vous demandent de l'aide. Cette aide concerne quoi plus généralement ? C'est plutôt une aide pour assumer sa relation avec les autres, assumer sa séropositivité au quotidien, pour essayer de devenir un peu plus autonome. Alors c'est pas tellement une question de vouloir assumer, c'est surtout une question de pouvoir accepter d'être séropositif. C'est-à-dire que avant de le porter vers les autres, il faut déjà l'accepter soi-même. Et là déjà c'est une grosse démarche à entreprendre. Après, c'est vrai que nous, le milieu médical a fait quand même pas mal de progrès là-dessus, d'efforts aussi, non ? Pour essayer d'accompagner au mieux les jeunes séropositifs. Alors, y a un accompagnement médical, mais c'est vrai que sur l'acceptation, ça reste encore assez faible au niveau médical, parce qu'aujourd'hui, quand on est séropositif, on a effectivement un suivi assidu. Mais c'est vrai que les médecins prennent pas forcément toujours le temps, parce qu'ils l'ont pas forcément non plus pendant leur consultation, de vérifier que l'ensemble de la vie de la personne fonctionne à peu près. Donc l'acceptation, le bien-être, l'estime de soi, c'est des choses qui
qui parfois passent un peu à côté. Ouais. Toute la vie est chamboulée quand on apprend sa séropositivité. Qu'est-ce qui est en branle-bas ? Toute la vie est chamboulée, oui, parce que il y a encore des choses qui sont véhiculées et qu'on imagine avec la séropositivité. Alors déjà, il y a une première phase où c'est la mort. Ouais. Voilà, il y a quand même encore une image de mort qui est associée à la séropositivité. Et puis il y a aussi tout ce que ça va changer. Ça va être un traitement pendant toute sa vie. Ça va être une contrainte dans sa sexualité. Ça va être comment j'en parle. Et comment j'en parle à mes parents aussi ? Alors ça va être comment j'en parle à mes parents aussi, ça va être comment j'en parle à mes amis, comment est-ce que j'en parle dans mon travail, comment j'en parle surtout à mes partenaires. Et ça c'est comme une grosse question, c'est comment continuer à avoir une sexualité tout en étant séropositif. D'accord, ça fait partie, voilà, c'est vraiment la question qui revient aujourd'hui principalement. Eh ben oui, c'est une grosse question parce qu'en même temps la sexualité dans la vie d'une personne c'est quand même quelque chose de très important et forcément quand on sait qu'on va avoir une barrière ou un frein, ça prend tout de suite une importance majeure. Lucille, dans ton parcours, par rapport à la construction de ton identité, à quel moment est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné si tu pouvais être lesbienne ou pas à un moment donné, est-ce que tu as essayé est-ce que tu t'es posé cette question-là dans ta construction ou ça a été évident? Non, je me suis jamais posé cette question, mais après je sais pas si on se pose vraiment cette question à un moment en fait. Je te la pose la question. Moi non. Non, personnellement. D'accord. Ça t'est pas venu à l'idée. Anaïs, c'était ma transition. Anaïs, donc tu fais partie de l'association Agile. Hein, oui. On l'a dit tout à l'heure. On va parler un petit peu de toi aussi dans cette construction de son identité, de sa personnalité et de sa sexualité. Toi, tu es lesbienne. Tu vis en couple. Oui, alors lesbienne, je préfère gay, mais... D'accord, tu es gay si tu veux, mais le mot lesbienne existe aussi dans le, bien sûr. Dans le vocabulaire français, mais si tu veux. Alors donc tu es gay, tu vis en couple. Oui. À partir de quel moment tu as connu ton orientation sexuelle ? Tu as pris conscience de cette orientation-là ? Je dirais que ça s'est pas fait d'un coup. Ça a été un processus plutôt long, je dirais, sur mes années de lycée. Alors comment tu expliques que ça ait duré aussi longtemps que... Plusieurs choses. Je pense que d'une part, la société dans laquelle on vit nous permet pas tellement d'imaginer l'homosexualité. Ouais. Voilà. Tu es originaire d'où ? Moi, je suis originaire de la Nièvre. La Nièvre, voilà. D'accord. Et tu as passé toutes tes années de lycée dans la Nièvre aussi ? Dans la Nièvre. Je suis venue ici pour la fac. Et plutôt dans un coin plutôt Nevers. Campagne, petite ville ou non ? Petite ville. Ouais, petite ville, mais Nevers, c'est pas non plus. Non. C'est pas non plus la campagne quand même. Bon. Non, pas tout à fait. D'accord. Donc pour toi, dans la construction de ton identité, tu considères que tu n'as pas eu assez de modèles ? Oui, je pense en tout cas il y a très peu d'images de l'homosexualité. Alors un peu plus dans les films, voilà, mais ça reste de l'écran quoi. Et dans la vie de tous les jours, dans les modèles qu'on croise, mais qui sont des modèles du quotidien, ça reste encore rare quoi. Ouais. On le voit bien, les gens affichent pas forcément, et forcément quand on a 15-16 ans et qu'on se pose des questions et qu'on se dit qu'on est homo, moi la première image qui me venait c'était Gazon maudit. Ouais. Pour se construire, c'est pas forcément évident. Pas forcément. Ça dépend si on regarde plutôt Victoria Abril ou Josiane Balasco aussi, d'un autre côté. Franchement. Oui, peu importe, mais bon, je me sens ni l'une ni l'autre, et entre les deux, voilà. Et je pense qu'il y a ça qui joue vraiment, quoi, dans le temps qu'on met à... Et puis parce qu'en même temps, depuis qu'on est tout petit, on nous dit t'es une petite fille, alors t'as un petit copain. Donc voilà, pourquoi j'aurais pensé à avoir une petite copine. Rien ne me laisse penser que c'est possible. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait penser ça ? C'est les films ? Non, c'est parce que au bout d'un moment où j'ai eu des petits copains et je voyais bien qu'il y a un truc qui collait pas quoi. Donc à force de se rendre compte que ça marchait pas, qu'il manquait quelque chose, on se pose des questions et puis petit à petit on finit par comprendre. Aujourd'hui, tu l'assumes plutôt bien. La preuve, tu es sur le plateau avec nous. Ça a été difficile à l'époque ? Au début, ça a été compliqué. Et puis en fait, assez vite... C'était compliqué pour qui ? Pour toi, par rapport à toi ? Ou toi par rapport au regard des autres ? Ça a été au départ compliqué, moi par rapport à moi. C'est-à-dire, forcément, les images que j'avais n'étaient pas toujours positives. Donc c'est tout d'un coup se dire, ces images qu'on a parfois très négatives, je suis ça. Ouais. Donc c'est pas forcément évident à accepter.
Après, on se rend compte que cette image-là, elle est peut-être fausse aussi et que je suis moi et c'est déjà pas mal. Et il y a ça. Et puis après, il y a à un moment donné se dire bon, est-ce que je le dis ? Est-ce que je le dis ? À qui je le dis ? Et comment je le dis ? Parce que finalement, il y a c'est ce qu'on appelle le coming out, mais c'est assez marrant parce que quand on est hétéro, on se pose pas la question de dire, je vais dire à mes parents que je suis hétéro. ou par exemple, un truc assez marrant, c'est que quand tu quand tu as repris la parole avec moi, tu as dit tu es lesbienne. Je crois pas qu'elle t'ait demandé si t'étais hétéro. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Non, mais ça fait partie, c'est la thématique. Disons que là, pour le coup, on est là aussi pour parler d'Agile, qui est l'association gay de Clermont. Donc c'est difficile de te faire témoigner sur ta relation de couple sans dire que tu es en couple avec une femme. Là, pour le coup, c'était un peu, ça fait partie de la thématique. Mais je crois pas que dans la rue, je te présenterais comme bonjour, je vous présente Anaïs, lesbienne. Non, je pense pas. Mais là, pour le coup, sur le plateau, c'était un peu obligatoire. Peut-être. Revenons sur ton parcours, sur comment tu l'as découvert. C'est ce que je disais, je me suis posé un certain nombre de questions et puis après la rencontre aussi fait qu'à un moment donné on est sûr. Alors la rencontre, elle s'est passée comment ? Tu as rencontré quelqu'un en allant dans des associations comme Agile ou alors ça s'est fait aussi par hasard à la fac ou à l'école ou à... Alors pour moi ça s'est fait effectivement dans le cadre associatif, ça aurait pu se faire ailleurs. Voilà, c'était une rencontre comme n'importe quelle rencontre. Séverine, on va donner la parole à Séverine qui fait partie également d'Agile. Séverine, dites-moi, Agile accueille des jeunes gays. Je ne dis que gays maintenant, ça ira ? Non, faut tout dire. Bon. Des jeunes gays, des lesbiennes, des bi, des trans. Quelles sont les questions, les questions qu'ils viennent vous poser ? Il y en a plusieurs. La première, c'est aussi de savoir. Anaïs parlait d'image positive. Et c'est vrai qu'en termes de repères positifs pour les jeunes, c'est assez compliqué. Un peu mieux aujourd'hui, non ? On en parle, c'est médiatisé maintenant. En fait, on se rend compte que pas tellement. Il n'y a pas tellement en France de personnalités qui assument leur homosexualité et qui sont des modèles positifs. On intervient dans l'établissement scolaire et quand on a ces interventions, on se rend compte que les images que les collégiens ont ou lycéens sont parfois vieillottes quand même, ou vont reprendre les schémas un peu véhiculés notamment par les médias. Alors, il y a un exemple qui est toujours frappant parce qu'il parle bien, c'est l'exemple d'Amélie Mauresmo qui, à l'époque où elle a fait son coming out, a été quand même... alors d'un côté, il y avait des gens qui trouvaient ça formidable, et de l'autre côté, il y avait l'image des Guignols qui la représentaient bodybuildée avec des épaules, enfin c'était un peu la camionneuse quoi. Elle a des sacrées épaules quand même. Oui, enfin moins que Serena et Venus Williams par exemple, mais bon c'était juste comme ça en passant. Et donc voilà, c'est quelque chose qui reste encore très négatif. Par contre, c'est vrai que l'exemple de Gareth Thomas, rugbyman, qui pour le coup ne colle absolument pas à l'image de l'homosexuel masculin qu'on peut avoir. Je ne reprendrai pas l'image de l'homosexuel masculin qu'on peut avoir. Mais lui, il ne correspond pas du tout. Et c'est vrai que quand on montre une photo de Gareth Thomas en disant voilà, lui, il est capitaine de l'équipe d'Écosse, je crois, et il est homosexuel, ça fait tomber quand même un certain nombre de schémas pour le coup. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est un exemple étranger, encore un coup. Et on parlait du territoire tout à l'heure, et j'écoutais avec beaucoup d'attention la première partie de l'émission. Et le territoire Auvergne, par exemple, qui est un territoire quand même plutôt... qui a une image quand même plutôt rurale, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est difficile de montrer à des jeunes de ce territoire qu'il y a des personnalités accessibles qui sont homosexuelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, moi, je trouve que c'est compliqué. Du coup, les jeunes qui viennent nous voir ont besoin de ça, ont besoin vraiment de retrouver des repères positifs, et c'est difficile de leur donner. Et après, les questions, c'est effectivement... Ça veut dire que les jeunes qui viennent vous voir aujourd'hui, qui ont le plus de questions, peut-être, ce sont des jeunes plutôt qui viennent d'un milieu rural plutôt que urbain ? Non. Pas forcément ? Non, pas que. Non, on a même parfois... c'est vrai que j'ai hésité sur le mot rural pour l'Auvergne, mais parce que c'est un côté péjoratif, mais nous, les interventions qu'on a souvent eues et qui ont été les plus pertinentes, les plus intéressantes, c'était en lycée agricole.
Comme quoi, voilà, ça correspond pas. Le lycée de Saint-Gervais, c'est enclavé, c'est rural, c'est tout ce qu'on veut. Il n'empêche que les gamins qui y sont ont une ouverture d'esprit assez extraordinaire et où on a des discussions avec eux qui sont très intéressantes. Et comment on l'explique ça ? Je pense que ça s'explique aussi par l'équipe éducative qui est autour d'eux, qui est une équipe quand même assez qui fait du bon boulot, quoi. Qui fait du bon boulot sur justement faire tomber des représentations, et puis le fait que eux soient stigmatisés aussi parce que jeunes dans l'agriculture, enfin tout, voilà. Je pense que peut-être aussi ça joue quelque part. Et comment on peut travailler avec des jeunes ? Parce que je pense que l'homophobie à l'école, ça commence déjà par là, le travail. Comment on peut travailler pour que les jeunes à l'école, dans un milieu rural ou en ville, tombent un petit peu ces a priori, ces images négatives ? C'est difficile de rentrer dans le milieu scolaire aussi. Hein. Alors, oui et non. Enfin, je pense que le planning est là aussi, et pour en témoigner, on a une place quand même dans les établissements scolaires, que ce soit en collège ou en lycée, parce qu'on se l'est créé aussi à un moment donné, parce qu'on est tombé sur des équipes pédagogiques qui avaient envie de faire évoluer ces mentalités. Et comment elles font concrètement pour faire évoluer les mentalités ? Si on peut donner des exemples à d'autres équipes éducatives qui n'ont pas encore mis en place quoi que ce soit. Il faut en parler. Vous évoquiez le planning. Effectivement, quand nous allons dans les collèges, les lycées, eh bien, effectivement, on va parler de ces différences. Et à partir du moment où on parle de sexualité, on va parler de notion de respect. Et quand on parle de notion de respect, eh bien, on va parler de cette différence. Donc, c'est là, effectivement, qu'on va pouvoir... Il faut en parler. Vous trouvez que ça suffit ? Mais c'est déjà beaucoup d'en parler, parce qu'on va susciter effectivement le questionnement, parce que ces jeunes, souvent, où ils viennent nous voir après, ou c'est pas toujours évident de parler de ces différences-là. Et souvent, c'est assez surprenant, parce que beaucoup de jeunes sont effectivement assez remontés, avec des mots qui sont percutants quand même. Au niveau des insultes, on peut le dire. Je dirais pas ça, mais c'est quand même, il y a une violence. Donc ça commence là aussi, et on pourrait encore bien plus tôt en amont, effectivement, c'est-à-dire nous on a aussi ce projet de n'intervenir en amont, c'est-à-dire au niveau du primaire, parce que vous parliez tout à l'heure de construction, c'est aussi tout ça la sexualité, donc faut commencer très tôt, mais c'est déjà aussi beaucoup de pouvoir en parler. Parce que c'est comme ça qu'on va remonter. Parlez bien en face de votre micro s'il vous plaît, Marie-Thérèse, et non pas dessous, voilà. On vous entendra encore mieux, et c'est très bien. Je continue avec toi, Anaïs, sur ton évolution. Donc, on a compris, tu as réussi à aussi l'accepter, toi, pour toi. La relation avec tes parents, elle s'est passée comment ? Moi, j'ai eu la chance que ça se passe très très bien, même très 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 bien. J'ai mis assez longtemps à le dire, en fait, j'avais un peu peur. Ouais. Et puis en fait, je l'ai dit et ça s'est très bien passé. À quel moment tu as senti que tu as eu besoin d'aide, un soutien ? Et de quel soutien ? De la part de mes parents, j'avais pas le sentiment d'avoir un besoin d'aide. J'avais le besoin qu'ils sachent. J'avais moi le besoin personnel qui le sache, et voilà, alors après qu'il accepte, mais dans un premier temps c'était d'abord qu'il soit au courant, quoi. Ouais. L'homophobie, on parlait de l'homophobie à l'école, est-ce que tu as eu à le subir ou pas ? Aujourd'hui, on en est où de l'homophobie pour toi ? Alors moi, il se trouve que mes années, on va dire à l'école, collège, lycée, j'étais pas outée, donc je suis passée, on va dire, à travers. Après, la réalité, elle est là aussi. Moi, j'avais un ami qui était gay et qui a commencé à en parler à la fin du lycée, et ça a été assez compliqué, quoi. Par exemple, moi, je me souviens, je prenais le train avec lui, et il se faisait insulter dans le train, il se faisait taper, frapper, voilà. Insulté dans le train, c'est-à-dire par des gens qui allaient au lycée avec lui, en fait, des gens qui le connaissaient déjà. Qui le connaissaient, et voilà, et c'est comme c'était un endroit aussi où du coup il n'y avait pas forcément de surveillance, il n'y avait pas forcément d'adultes à qui dire à un moment donné il se passe ci ou il se passe ça. Voilà, c'était voilà. Enfin, alors il y a quelques-uns qui intervenaient, bien sûr, qui s'interposaient, mais on était rares.
Tu as emménagé avec ton ami aujourd'hui ? Oui. D'accord. Oui. Je vais poser la même question qu'à Lucille. À partir de, est-ce que tu t'es dit tout de suite, bon voilà, j'ai rencontré la personne avec laquelle je veux continuer ma vie, ou alors écoute, ça durera le temps que ça durera, là, pourvu que ça dure pas longtemps. Et non mais, c'était quel regard tu poses toi sur le couple ? Sur le couple. Sur le couple en général, je sais pas, j'aurais pas trop la prétention de poser un regard. Ouais, sur mon tien. couple, après, je pose un regard bienveillant. Non, mais après, ouais, je suis assez confiante. Et je m'inscris dans le temps, ouais. Et vous êtes mis en ménage assez rapidement ? Non, pas trop. Enfin, au bout de 2 ans. Alors que ça va, parce que 1 an, hein, Lucille, c'est ça ? 1 an, je me rappelle bien ? Non, on est parti à l'étranger au bout d'un an. Ah oui, vous aviez déjà emménagé. Oui. Plus rapide. Donc au bout de 2 ans, vous êtes mis en couple, vous avez emménagé ensemble, même appartement. Vous êtes installés où ? On est installés. Vous avez choisi un appartement qui vous correspondait pour vos activités à toutes les deux ? Non, il se trouve que je me suis installée chez elle en fait. D'accord, c'est pratique. Voilà. Donc pas de déménagement, c'est toi qui as fait le trajet. Pourquoi ? Parce qu'elle était propriétaire. Ouais, ça arrange. C'est pratique aussi, ça arrange, c'est vrai. Du coup, ça t'a demandé de toi de te réorganiser par rapport au reste de tes activités de ta vie ? On n'habitait pas très loin en fait. J'habitais à peu près à 6 minutes à pied de chez elle. Donc non, ça m'a pas demandé d'organisation particulière. Après, voilà, l'organisation de la vie de couple, de partager un chez soi, quoi. Ouais. On va faire une petite pause, il est 7h30 dans cette émission avec l'habituel questionnaire, mais gardez vos micros, je vous en prie, ça vous concerne Marie-Thérèse aussi. Gardez vos micros, on y va avec le questionnaire, on continue évidemment cette discussion sur la sexualité, la prise d'autonomie des jeunes aujourd'hui dans leur vie personnelle, mais tout de suite le questionnaire. Alors, Marie-Thérèse, la gueule ou couteau de tiers ? À vous de choisir. La gueule. Pourquoi ? Parce que alors là, vous avez réfléchi là. Non, parce que je connais pas bien le couteau de pierre, tout simplement. D'accord. Christopher, Vulcania ou Parc Astérix ? La question piège. Vulcania. C'était Christopher. Vulcania pour faire dans le politiquement correct. Donc plutôt Vulcania. Très bien. Lucille, Festival d'Aurillac ou Free Wheels ? Un festival d'Aurillac. Ah oui, c'est plus calme, c'est vrai. Non, mais c'est que c'est bien, un festival d'Aurillac. Bon, d'accord. C'est très bien. Anaïs, on continue. Côte ou bleu ? Le vin ou le fromage ? Choisir. Côte. Marie-Thérèse. Attention, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Marie-Thérèse, parapente ou rugby ? Attention, parce que là on est dans une ville de rugby, je crois aussi. Ah, mais tant pis, mais je préfère le parapente. Christopher, pour aller à Paris, le TGV ou l'avion ? Le TGV. TGV, c'est mieux ? Bon. Lucille, ASM ou Clermont Foot ? J'insiste, hein. ASM, il y a plus de sport. D'accord, pourquoi pas, c'est vrai. Anaïs, la dernière question, Montluçon ou Mont-d'Or ? Montluçon. Montluçon ? Ouais, c'est bien Montluçon ? Non mais on y va, Montluçon, la semaine prochaine, je crois, la semaine aussi, d'accord. La semaine prochaine, on sera à Montluçon d'ailleurs. N'hésitez pas à aller regarder les dates du 16-30. Nous passerons probablement pas très loin de chez vous si vous habitez en Auvergne. Venez nous rendre visite sur le plateau et participer aussi à cette émission qui est donc diffusée en direct sur le site www.16-30.fr. On va faire une petite courte page, petite courte. Alors vous choisissez. Elle est soit petite, soit courte. Une petite courte, c'est vraiment qu'elle est toute petite. Une petite pause musicale avec un deuxième groupe, un nouveau groupe de Clermont aussi. Ouais. Hein, c'est ça, hein, François. Voilà. Le groupe c'est Payaka. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est comme musique ? C'est reggae aussi. Et le titre ? Be Conscious. Un concert bientôt ? Le 14 janvier à Cournon. 14 bientôt, janvier à Cournon. Où ça ? Parce que... À l'Alambic. À l'Alambic de Cournon. On écoute la musique, on se retrouve juste après avec nos invités pour parler de sexualité, de contraception aussi. On parlera d'IVG dans un instant également. Mais d'abord, place à la musique. I'm a serious manager in a high famous brand. I'm like the devil behind my stuff. I really take part in this. Selfish man for 30 years. That's why I choose to look for wisdom. To be back to roots, to regain consciousness. I live my life and my family. To go
lost my mind. I don't to her out and man. He says to me, I really hate you. He says to me, I really hate you. You must respect me for and peace. You must be in destiny. I don't know where to go. I don't know the way of my life. I don't know who I am. I don't know what I have to do. This meeting with my mind showed me who I am. See Batman in my reflect is my obsession. Now yes, I'm conscious. Yes, I'm conscious. That's why I choose to go in my family life, to be back from my job, to be a better boy. Yes, I'm conscious. Yes, be conscious. Be conscious. Payaka, un groupe de Clermont qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur le plateau du 16-30. Merci à vous également de nous suivre. Nous parlons de sexualité, de construction de sa sexualité, de son identité quand on est jeune, quand on a moins de 30 ans dans cette émission. Nous sommes à Cournon ce soir. Merci beaucoup au bar des Rives de nous accueillir ce soir pour cette émission. On se balade tout autour de l'Auvergne pendant tout le mois de novembre. N'hésitez pas à regarder les dates et les lieux d'enregistrement de cette émission sur le site internet www.16-30.fr et venez nous rencontrer. Lucille, on sait déjà quasiment tout sur toi et sur ton chéri Cédric. Vous n'êtes pas mariés ? Ah non. Et le mariage, on y pense ? Lui, oui, moi, pas trop. Ah, c'est bizarre, d'habitude c'est l'inverse, non ? Non ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne penses pas au mariage ? Parce que je suis pas trop pour le mariage, j'aime pas ça. Je sais pas. Anaïs, le mariage, ça pourrait être sympa ? Ouais. J'attends que la loi change. Ouais. On va rappeler quand même que les homosexuels n'ont pas le droit de se marier aujourd'hui. Voilà. Il existe le Pax qui est assez célébré au différent. tribunal. Là. Voilà, avec maintenant quand même des mairies qui le célèbrent en mairie, c'est possible. Ouais. C'est un petit progrès, mais bon, ça fait pas oublier que l'égalité y est pas. Est-ce que tu es paxé ? Non. Mais pas marié non plus. Mais tu aimerais bien être marié. Voilà. J'aimerais bien avoir le droit de le faire. En tout cas. Mais tu ne t'es pas paxé ? Non. Pourquoi ? Pour l'instant, pour des raisons très pragmatiques, comme je continue à faire des études, je souhaite pas me paxer tout de suite. D'accord. Lucille, pour revenir un petit peu sur ton parcours de couple, à un moment donné, il a dû être question de contraception. En tout cas, quand on rencontre un garçon, on y pense. Comment vous avez fait ? Comment vous avez géré ça, vous ? Alors moi j'avais mis ma contraception en place avant de le rencontrer. Ouais. Donc lui il a pas géré grand chose. D'accord. Ça l'a rassuré, il était tranquille, il t'a posé la question. Comment ça s'est... On en a absolument pas parlé en fait. Ah non. Heureusement, dis donc, tu t'en étais occupé avant, parce que. Non mais. Il t'a quand même posé la question de savoir si tu prenais quelque chose ou pas. Non. C'était. Mais je pense que c'est pas forcément courant que les garçons se disent que c'est aussi leur affaire, quoi. Donc moi non, c'était pas son affaire, il m'en a pas parlé. J'aimerais bien qu'on donne le micro aux garçons qui sont dans la salle quand même, ça vaut le coup de répondre. Axel, alors les garçons ? Ouais, c'est Comment ça m'inquiète moi. Ça t'inquiète pourquoi ? Ouais, tu poses la question ? Tu veux dire quand tu rencontres une fille ? Je pose la question. Non, je la pose pas comme ça. Bonjour. Est-ce que non, mais une fois que c'est oui. en voie de consommation. Enfin, oui, complètement. Bon, c'est sûr que... Bonjour mademoiselle. D'abord, première chose. Est-ce que tu prends la pilule ? Après, non, ça marche comment pas tu comme ça. t'appelles ? Mais si. Oui, je m'en inquiète moi. Ouais, toi tu t'en inquiètes. Ah ouais, complètement. Bon. Je me protège, mais je m'en inquiète quand même, quoi. On sait jamais. Les deux. D'accord, tu te protèges aussi, même si c'est une question. Ouais. Même si la fille en face de toi te dit qu'elle prend la pilule, tu te protèges malgré tout. Oui. Ouais, c'est très bien.
Non, mais c'est très bien. En plus, je pense que Ed, qui est sur le plateau, ne pourra qu'approuver. Hein. François. Moi, c'est pareil. C'est une question que je pose ou que je me pose parce que ça concerne quand même peut-être encore plus la fille, mais quand même tout le monde. Voilà. Ça, oui. Non, mais tant mieux, tant mieux. Et puis la pilule, ça protège pas de tout, on le sait, donc voilà. Ils sont sérieux ces jeunes quand même là, hein, ils sont sérieux je trouve. Non, et donc comment ça s'est passé non mais ça veut dire quoi non mais l'image du gars qui en a rien à faire. Non mais il y en a. Ah il y en a où il y a aussi des filles qui en ont rien à faire et qui se retrouvent. Tout le monde fait. Non enfin je sais pas. Faut pas généraliser là-dessus. Non mais je généralise pas hein, mais je parle pour mon cas. Marie-Thérèse Joly, il y en a des filles qui en ont rien à faire. Non, c'était pas la question. C'est surtout comment ça se passe en matière de contraception. Les filles viennent au planning familial chercher de l'aide. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup plus de jeunes filles, mais de plus en plus on a des garçons qui viennent. Et ça c'est très rassurant parce que ça veut dire, ça rejoint bien un petit peu ce qu'ils viennent de dire. Ça veut dire qu'ils se sentent aussi concernés. Et souvent on a même des gars qui viennent, qui disent bon alors comment ça se passe? Je voudrais bien parce que voilà j'ai ma copine mais elle n'ose pas venir et tout. Donc maintenant, c'est eux qui viennent les premiers. Et ça, je trouve que c'est rassurant. Ça veut dire que bon, ils prennent en compte la contraception. Mettez bien le micro en face de votre bouche, comme ça, plutôt devant. Voilà. Je voulais dire, la façon de se protéger aussi, ça veut dire quand on parle de contraception, on parle aussi de problèmes d'infections sexuellement transmissibles. Donc quand ils cherchent, ils se protègent aussi eux-mêmes. Donc tout ça, c'est rassurant autour de la sexualité. Ça veut dire qu'enfin, on a l'estime de soi. Hein, ça renvoie à l'estime de soi. Mais bon, dans des populations qui sont en grande errance ou en grande précarité, justement, il n'y a pas cette prise en compte de l'estime de soi. Et ça, c'est assez dramatique. Le constat est malgré tout assez alarmant, Christopher. Vous avez des chiffres là-dessus sur justement sur les infections au VIH aujourd'hui? Alors, en France, on estime à entre 6 et 7 000 par an les nouvelles contaminations. Ouais. Voilà, après, le plus gros souci en fait des nouvelles contaminations au VIH, c'est les personnes qui ignorent leur infection. Et là, pour le coup, c'est un petit peu plus dramatique, c'est-à-dire qu'on estime à plus de 50 000 le nombre de personnes séropositives qui ignorent leur statut sérologique en France. Qui ignorent ou qui ne veulent pas le savoir ? Alors soit elles veulent pas le savoir, soit pour la plus grande partie, c'est aussi parce que c'est des personnes qui sont issues de populations dont on estime que le risque est moindre. Donc par exemple les hétérosexuels d'origine française sont une population qu'on estime assez peu à risque par rapport par exemple aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ou aux populations issues d'Afrique subsaharienne. Et donc forcément du coup ils ont une démarche moindre face au dépistage. Donc c'est pas forcément une volonté de pas savoir, c'est aussi penser qu'on est au-delà du risque. Lucille, par rapport à la contraception, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Tu avais fait déjà ta démarche de contraception avant de rencontrer. Comment ça s'est passé? Tu es allée voir qui? Parce que tu étais mineure? Bah oui, c'est ça, j'étais mineure et du coup, je suis allée au planning familial. Ouais. Voilà, parce que les mercredis et les jeudis après-midi, il y a des consultations gratuites et anonymes. Et du coup, pourquoi le planning familial plutôt qu'un gynéco? Parce que c'est anonyme et c'est gratuit. C'est-à-dire que quand t'es mineur, tu prends rendez-vous, mais t'as pas avancé d'argent, quoi. Tu peux avoir des consultations et des ordonnances sans que tes parents soient au courant et sans avoir avancé d'argent, sortir ta carte vitale, tout ça. Et que au final, ça aurait pas dérangé mes parents de savoir, mais j'avais pas spécialement envie qu'ils le sachent, ça les regardait pas et que je pouvais quand même le faire. Voilà. Il y a des filles qui passent encore, qui simplement rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Anonyme, non. Gratuit, oui. Anonyme, non. Pour aller, normalement, c'est pas l'anonymat chez moi. Non, on peut effectivement préserver cet anonymat, mais c'est pas l'anonymat puisqu'on est amené à faire des dépistages, frottis notamment ou autres prises prélèvements sanguins. Donc non.
Le rendez-vous chez le gynéco, ça fait peur le rendez-vous chez le gynéco, alors pour rejoindre un petit peu la région, c'est-à-dire toutes les zones rurales, c'est vrai que quand on habite en ville, c'est sûrement plus facile parce qu'il y a le planning, parce qu'il y a des structures quand même, vous toutes qui êtes là, donc et tous, oui. Donc en milieu rural c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que le pharmacien, si on va chercher par exemple la pilule du lendemain, on le connaît, il connaît. Le médecin de famille, c'est redoutable d'avoir le médecin de famille. Il vaut mieux effectivement aller au planning ou dans une autre structure qui accueille parce que si en plus on y va avec sa mère, c'est pas forcément l'idéal. Quand on rentre quand même dans le champ de l'intime, dans la sexualité, donc c'est pas facile. Mais il faut penser à ce milieu rural qui est souvent un petit peu éloigné de tout ce qu'on offre effectivement en ville. Et pour rejoindre la région, la région nous a financé le camping-car dont il faut parler. Bien sûr. Et donc ce camping-car est fait justement pour aller plus particulièrement dans les zones rurales, dans toute l'Auvergne. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui peut être fait aussi pour faciliter la présence du planning familial partout en milieu rural? Comme ces jeunes finalement ont du mal à venir finalement dans les structures, elles ont des problèmes de transport aussi. Bien sûr. Donc il faut que ces structures, je crois, que se déplacent. Ou alors effectivement faire des formations sur place comme nous avons fait par exemple à Ambert, puisqu'on est allé, le planning on est allé les former là-bas pour qu'elles ouvrent effectivement un centre d'accueil pour les jeunes. Mais vraisemblablement c'est quand même un projet qui serait peut-être amené à être développé. Mais je voulais souligner quand même le rôle du camping-car qui est quand même c'est important, parce que après avoir fait nos informations, on reste entre midi et 2 et ce camping-car reste ouvert. Donc en fait n'importe qui peut venir. Parmi les jeunes et les jeunes femmes en difficulté qui se présentent au planning familial, il y a celles aussi qui viennent pour les interruptions volontaires de grossesse. J'imagine que ça fait partie aussi des... Ça fait partie de nos missions, effectivement. Et des difficultés des jeunes, particulièrement. Et les difficultés des jeunes, oui, parce que on voit encore des jeunes mineurs, effectivement, qui arrivent en termes dépassés parce qu'elles n'ont pas trouvé, si vous voulez, d'écho pour parler de leur détresse. Alors souvent, avec une maman ou un papa, c'est difficile. Parfois, effectivement, il y a l'infirmière scolaire qui joue un rôle important. C'est elle souvent qui va nous appeler, qui va dire comment on peut faire, surtout si c'est jeune, par exemple, et interne, là, ça complique les choses. Donc, il faut savoir que depuis la loi de 2001, effectivement, la jeune mineure n'est pas obligée d'avoir l'autorisation parentale. Elle peut avoir recours. C'est aussi, ça a été pour protéger effectivement les mineurs, cette loi. On va écouter peut-être le témoignage de Marjorie qui est juste là. Marjorie, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Quel âge as-tu, Marjorie? J'ai 26 ans. 26 ans. Tu es allée voir le planning familial? Oui. Alors moi, ça s'est passé en fait en début d'année, là, au mois de mars. Je suis allée voir le planning familial. J'étais dans un état de détresse assez énorme en fait, parce que j'ai appris ça, même à mon âge, j'avais pas envie d'avoir un enfant spécialement, même si j'étais en couple et que j'étais soutenue. Donc tu étais en couple avec quelqu'un? Oui, j'étais en couple avec quelqu'un. Et en fait, ce qui s'est trouvé, c'est que j'ai appris ça le week-end. Donc évidemment, le planning était fermé. Donc je suis pas allée tout de suite. Et j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai appelé une sorte de site internet SOS IVG qui vous dit que si vous hésitez, appelez et on verra ce que ça donnera. Sauf que je me suis fait pourrir. Donc on m'a dit que de toute façon j'allais devenir stérile si j'avortais, que j'allais avoir plein de maladies, que après je ferais que des fausses couches, que je ferais une dépression, l'horreur quoi. Donc j'étais vraiment en panique énorme. Et donc du coup j'en ai parlé à mes parents. Très ouvert sur ce sujet-là, il n'y a pas eu de problème. Et là, on m'a dit, va au planning, quoi. Va voir, les filles vont être là, elles vont t'accueillir, elles vont être super. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que, même si on est sûr de sa décision, c'est quand même quelque chose qui marque dans une vie de femme, et dans une vie de couple aussi. Et voilà, quoi. Donc c'est pour ça que je suis allée au planning, quoi. C'est un vrai problème, ça, Marie-Thérèse, les sites internet, mais c'est aussi de façon générale, les organismes, les associations anti-IVG qui interviennent auprès des jeunes filles? Alors, dans la région, vous en voyez fait, présent, c'est présent ou pas? Oui, de toute façon, c'est toujours le combat, il doit toujours continuer. Mais enfin, je veux dire que dans la région, on est quand même, on n'a pas de problème de délai d'attente, on n'a pas de problème d'écho. J'ajouterais que Marjorie maintenant est bénévole au planning. Donc c'est difficile effectivement, mais il y a toujours des influences. Alors l'influence, elle peut être aussi au niveau éducatif, elle peut être au niveau parental. Bien sûr. Bon là, elle est tombée sur cette assoce. Je sais pas
pas si c'est une assoce ou c'est un forum. Un site internet, un forum, ouais, bien sûr. Marjorie, vous parliez de grande détresse. Comment vous la passez, cette grande détresse? C'est vraiment... Vous avez déjà osé facilement parler à vos parents, même à 25-26 ans? Oui, parce que moi, mes parents, ils ont toujours été très ouverts sur la sexualité. Moi, ma mère, peut-être parce qu'elle est dans le milieu médical aussi, ça a aidé. On en a toujours facilement parlé. Et c'est vrai que c'est la première personne que j'ai appelée, quoi, qui l'avait aussi vécu dans sa vie de femme. Et bon, voilà, après... Qu'est-ce qui vous a aidé à passer cette détresse? Beaucoup le planning. Mais franchement, d'aller les voir, les filles étaient là, elles étaient plusieurs et elles m'ont rassurée. Parce que ce qui m'a fait aussi un petit peu paniquer, c'est qu'en fait, quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit voilà, c'est dans 2 semaines. Alors bon, c'est rien 2 semaines, hein, mais sauf quand on est enceinte et qu'on n'a pas envie d'être enceinte, c'est énorme, quoi. Et là, elles m'ont rassurée, elles m'ont dit non, mais tu sais, c'est rien, 2 semaines, voilà, enfin, c'est juste ce qu'il faut, t'inquiète pas, voilà quoi. Et après, c'est vrai qu'elles m'ont dit dans d'autres régions c'est pire et voilà, t'as vraiment de la chance. Et après, voilà, ça a été bien. Et puis l'hôpital aussi, ça je tiens à le dire parce que l'équipe qui m'a encadrée à l'hôpital une semaine avant l'intervention et le jour de l'intervention, ils ont vraiment été super, quoi. Et ça, on est vraiment bien encadré. Moi j'ai trouvé, pour mon expérience personnelle. Vous travaillez? Je travaillais, je ne travaille plus. Vous travailliez, mais vous ne travaillez plus aujourd'hui. Donc, comment vous avez géré ces rendez-vous? C'était à Clermont? Ouais, c'était à Clermont. À l'époque, je travaillais, je rentrais en formation pour mon travail, justement. Et donc, du coup, moi, c'était un peu particulier. On m'a proposé les 2 types, en fait, d'IVG, parce qu'il existe 2 types, quoi. Donc, notamment l'intervention, donc, la prise de médicaments, et puis la contraception, l'IVG par aspiration, voilà, chirurgicale. Et donc, on m'a proposé les 2, mais moi, sachant que j'allais travailler, je me suis dit que la contraception chirurgicale était beaucoup mieux pour moi, parce qu'on me bloquait finalement qu'une journée, quoi. C'était ça. Question pratique. Voilà, question pratique. Et après, j'ai pas eu du tout à en parler à mon employeur. J'ai juste dit que pour des raisons personnelles, médicales, je devais m'absenter ce jour-là et personne ne m'a posé de questions, quoi. Donc, voilà. Le médecin de famille, vous avez un médecin de famille? Oui, j'ai mon médecin traitant. Médecin traitant, vous lui en avez parlé? Suite à ça, oui. Après, ouais. Vous n'avez pas eu besoin d'aller le voir avant ça? Vous n'avez pas pensé, pas voulu? Non, c'est vrai que mon premier réflexe quand j'ai vu c'était 2 semaines d'attente et tout ça, j'ai téléphoné à ma gynéco à l'époque et elle m'a dit non mais c'est avec eux qu'il faut voir et tout ça, voilà, c'est avec le centre IVG vraiment vous s'occuper de ça. Mais non, moi c'est vrai que le planning ça a été l'endroit où j'ai et j'ai bien fait d'aller là-bas, je pense, vraiment. Oui, on ne peut dire que du bien du planning familial. Marie-Thérèse. De l'hôpital aussi. Je suis une ancienne hospitalière, donc. D'accord, je ne dirai pas de mal de l'hôpital ce soir, donc j'ai bien compris que ça allait être difficile. On arrive au terme de cette émission, il est presque 20h. Merci à vous d'avoir témoigné aussi, c'est souvent pas facile de parler de soi, de parler de sa vie, mais on a bien sûr essayer chacun de dire les choses telles qu'on les ressentait. On peut peut-être signaler avant de conclure cette émission le fil arc-en-ciel. Oui, voilà, le fil arc-en-ciel. Anaïs. Le fil arc-en-ciel, c'est une ligne d'écoute qui fonctionne tous les lundis et mercredis. Donc lundi de 19h à 20h45. C'est important. Et le mercredi de 18h à 20h, je donne le numéro tout de suite, 04 73 90 21 22. Et ce numéro, c'est pour toutes les personnes qui ont envie de parler, qui se posent des questions, que ça soit sur lié leur sexualité, à leur orientation sexuelle, à leur identité de genre. Mais ça peut être aussi des proches, ça peut être... tous les coups de fil sont les bienvenus, n'hésitez pas à appeler et puis vous aurez quelqu'un au bout de la ligne pour vous écouter et puis éventuellement vous guider. Les proches, les amis, les parents. Voilà, les professionnels également. Les frères et sœurs. Voilà. Les professionnels, tout le monde. Le fil arc-en-ciel 04 73 90 21 22. Voilà, si vous n'aviez pas eu le temps de noter, prenez un stylo et je vous le répéterai dans une petite minute, juste avant de terminer. Et puis le site internet également, agile-auvergne.org, où vous retrouvez toutes les activités de l'association. Vous trouvez des conseils aussi pour la lutte contre l'homophobie et les contacts pour venir nous voir à l'espace gay, lesbien, bi et les transidentités. Un message de la part de AIDS, site internet? Alors le site internet de aide.org et puis après un message vraiment pensez au dépistage. D'ailleurs juste comme ça sera bientôt d'actualité, le 1er décembre qui est la journée mondiale de lutte contre le sida,
À Clermont, Aide s'est associé à Agile et au centre de dépistage anonyme et gratuit. Et donc ce jour-là, de 14h à 18h30, on organise une permanence de dépistage donc qui sera anonyme et gratuite, pas besoin de carte vitale, pas besoin de donner son nom, et qui aura lieu à l'espace gay, lesbien, bi et des transidentités au 28 avenue Marx d'Ormois. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Le fil arc-en-ciel 04 73 90 21 22. Je vous l'avais promis, je vous le donne. On se retrouve nous mercredi prochain pour une nouvelle émission du 16-30. Nous serons à Clermont-Ferrand, à la maison de quartier Saint-Jacques. On vous donne rendez-vous. Venez nous voir de 18h à 20h. Jeudi 25 à Mauriac au lycée. Samedi 27 à Saint-Flour. Et toutes les autres dates sont sur le site internet www.16-30.fr qui vous propose également de remplir un questionnaire. Les jeunes moins de 30 ans. Tous les moins de 30 ans, allez-y, remplissez le questionnaire en ligne, ça prend quelques minutes, ça fait réfléchir aussi, vous allez le voir, on l'a en papier ici, pour tous les jeunes qui veulent le remplir, c'est avec plaisir. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle émission du 16-30.